Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie du rédacteur spécialiste de l'endurance, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour ce 101e épisode et après notre FAQ, on retourne aux États-Unis. On va débriefer la 74e édition des 12 heures de Sebring, cette édition qui a eu lieu ce week-end. Et il y a des choses à dire parce que, comme vous le savez, c'est une habitude dans l'Endurance Club. On va vous donner des chiffres, des petites infos insolites, dans les coulisses aussi, des statistiques qui vont vous permettre d'encore mieux connaître le monde de l'endurance qui nous fait tous vibrer. Et ce week-end, le week-end passé évidemment, il y a eu une belle domination de Porsche à Sebring. On va y revenir dans le sommaire de cet épisode. On va revenir aussi sur la domination Oreca en LMP2. Bon, ce sont les seuls engagés, mais quand même, ils ont gagné. On n'oubliera pas non plus de parler des GT, que ce soit GTD Pro ou GTD, parce qu'on va pouvoir sortir la Marseillaise, et là on n'en est pas peu fiers. Donc vraiment, ça a été une édition qui, certes, sur quelques heures aura été un peu plus calme que d'habitude, mais il s'en est passé et on a des choses à dire, Geoffroy. On n'oublie pas non plus le Road to 1000 parce qu'on compte sur votre soutien, sur votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux et on vous remercie vraiment. 1000 abonnés évidemment sur YouTube, c'est la prochaine marche avant les 24 000 et les 100 000 et les 350 000, évidemment, comme les spectateurs aux 24 heures du Mans. On fait par palier très progressif nous ici dans l'Endurance Club. Road to Spiker aussi, parce que le tirage au sort sur les 1000 abonnés fera qu'on aura quelqu'un qui gagnera cette fameuse Spiker. On est impatient, Geoffroy, de la faire gagner, cette Spiker 1,43e. On aura bien sûr C'est quoi ton actu. On aura une top question, déjà la réponse à celle de la semaine précédente. Et puis la question cette semaine, vous allez voir, elle est assez intéressante aussi. Et on s'est un peu creusé la tête. Malheureusement pas de top reco dans cet épisode, parce que cette rubrique va revenir d'ici peu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, tout est expliqué dans notre épisode 100, la FAQ, que nous vous conseillons d'écouter évidemment pour en savoir un petit peu plus sur nous, sur ce qu'on a en tête quand on est justement en train de parler d'endurance, etc. On a eu des digressions, Geoffroy, c'était un peu le but aussi. C'est vrai. Et là on va essayer de pas trop en avoir, mais quand même on en aura, parce que Sebring c'était le deuxième rendez-vous de la saison IMSA, deuxième rendez-vous aussi de la Michelin Endurance Cup. On n'a pas été déçus parce qu'il y a eu du spectacle en piste, il y a eu d'excellents dépassements. Et il y a aussi eu, mon cher Geoffroy, du spectacle hors piste, n'est-ce pas? Du spectacle hors piste, ouais, on peut pas tout dire, on a des ordres d'équipe, on peut pas... Ah mince, on ne le dira pas dans cet épisode. Par où on commence à détricoter cette édition? Parce que, comme tu l'as dit, il y a... c'est compliqué. C'est pas forcément l'édition de Sebring la plus animée qu'on ait connue, encore que c'était quand même un classique avec... du sable, de la terre, de la poussière qui vole, avec des LMP2 qui vont récupérer des panneaux publicitaires, avec des GT qui se placardent, c'est tout ce que j'aime. Oui, voilà. Il n'y a pas eu trop Sebring, de neutralisation, cela dit. Il y a eu une grande partie. Tu vois, j'ai noté plus de 3h10 de drapeau vert avant une phase de full coursiello et de safety car pour un pneu qui a été lâché par une Lexus. Et tout de suite, oh là là, on a appuyé sur le bouton. Vite, 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 full coursiello, safety car, on va tout replacer. Il y a quand même eu des débris aussi, non? Il y a une intervention pour des débris après 1h30 ou un truc comme ça, non? Oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais oui, en tout cas, peut-être moins animé que d'autres fois, mais tant mieux, ça a quand même été spectaculaire. Après, le truc central de cette édition, on l'avait un peu dit, je pense, dans notre épisode preview et avec nos pronostics où on s'était mouillé. Oui. Voilà, Porsche, ils célébraient. Alors en plus, ils ont sorti la livrée qui évoque plus 96 pour moi que 97 ou 98, mais plus... Attends, mais moi c'est plus 98, alors là je voulais avoir ton avis, parce que pour moi 98, tu sais, t'as les petites touches de rouge justement à l'avant sur la 26 qui gagne aux 24 heures, et t'avais les petites touches de jaune. Pourquoi on a fait une voiture bleue, une voiture rouge? On aurait pu faire une voiture jaune, une voiture rouge. J'ai pas compris. 96, pour moi il n'y a pas cette notion de tu sais, de petites touches rouges, etc. J'ai vraiment pas reconnu. Ah ouais, toi c'est plutôt 96. Bah ouais, parce qu'en fait, donc c'est Mobile 1 qui est partenaire des 12 heures de Sebring, qui est partenaire de Porsche, qui était à l'époque déjà partenaire de Porsche en endurance, que ça soit en BPR, en FIA GT, en machin, tout ce que vous voulez. Et donc, c'est une déco, je crois qu'à la base, la déco de 96, qui est en fait, je trouve plus jolie que celle de 98, celle de 96-97, l'idée c'est de matérialiser un peu comme de l'huile, mais stylisé, parce que l'huile c'est pas très beau, c'est doré quand c'est propre, mais après ça devient un peu noir. Et l'idée c'est de reprendre les couleurs de Mobile 1, donc le bleu et le rouge, et de faire comme si c'était de l'huile, tu vois, un peu stylisé dans tous les sens, etc. Ça fait très déco moto, je trouve. Je sais pas pourquoi, mais ça fait très univers moto.
Et 96, c'était comme ça. Et après 98, ils ont fait un peu évoluer où finalement ils ont simplifié le dessin et c'est un peu plus des traits, enfin pas des traits, mais c'est des courbes un peu plus stylisées, mais il y a un peu moins cet effet de matière qui part dans tous les sens. Et effectivement, pour les différencier, il y avait juste des petits haricots devant, jaune ou rouge, les rétros aussi qui étaient des couleurs différentes. Mais Ouais. pour moi, ça évoquait plus 96, donc il y avait cet D'accord. anniversaire-là, le fait que Porsche avait gagné l'année dernière, ils viennent de sortir une victoire à Daytona, c'est eux qui ont le record à Sebring, machin, blablabla. On l'avait dit, il y a plein Mais oui. d'éléments qui concourent à une victoire Porsche. Bon, ils ont été la chercher. Bon, Oui, ils enfin, ont été le la coup de la chercher avec portière une... quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est incroyable parce que quand tu vois les difficultés qu'il y a eu, on va avoir largement le temps de l'évoquer, mais entre la 7 qui s'est retrouvée larguée à un moment et qui Ouais. a remonté tout le field, Kevin Estre qui, en fin d'épreuve, a aussi eu son pain noir avec un dépassement hors piste, obligé de laisser la position complètement irréaliste à Jack Etken parce que Etken l'a pas doublé en piste, donc pourquoi il lui rend une Non, position, enfin c'était Bill. Mais en tout cas, il a c'est perdu du n'importe temps. quoi. Il a quand même réussi à raccrocher, même s'il a pas réussi à passer Nasser. Il termine à 1 seconde 5, donc les Porsche étaient vraiment au-dessus en GTP, il n'y a pas de doute, quoi. C'était dans une autre catégorie, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah ça c'est un peu triste j'allais dire parce qu'on a bien senti quand même qu'ils étaient en gestion, ils consommaient moins d'énergie virtuelle, Ouais. ils étaient en plus de façon favorable sur la piste avec cette fameuse position sur la piste, cette track position, ils ont vraiment géré cette course, on Ouais. se disait que ça allait être fluide et qu'il n'y aurait pas de remous, et ben ils ont quand même réussi, comme à Daytona, à nous faire du spectacle hors piste parce qu'il y a encore eu cette histoire de se gêner un peu, de ne pas respecter toutes les règles, toutes les consignes. À Daytona c'était déjà ça, on n'apprend pas des erreurs chez Porsche, hein. Je parle même pas de Penske, je parle de Porsche, vraiment, c'est assez curieux. Ils ont une année où ils vont, je pense, être un rouleau compresseur sur Oui, c'est l'IMSA. ça. C'est ça. Heureusement qu'ils ne sont pas en WEC, j'ai envie de dire. Alors peut-être que vous allez m'étriper pour ce que je dis, mais franchement, sinon, j'ai l'impression qu'ils auraient été peut-être comme en 2024 une force peut-être un peu trop importante pour le WEC. Je sais pas, en IMSA, j'ai l'impression que la balance de performance, c'est horrible, ça y est, j'ai sorti le mot, Mhm. euh, n'est même pas adaptée. Enfin, on a l'impression, moi ça m'irait à la limite, hein, mais tu te dis pas que tu as une balance de performance pour équilibrer les performances si tu as une course comme celle-ci, parce que j'ai pas eu l'impression que c'était équilibré. Enfin, entre Cadillac, Acura et BMW, peut-être, avec Porsche, j'ai pas du tout eu l'impression de ça. Hein. Bah voilà, on rentre dans, on rentre dans le Non, mais c'est dur de vrai. notre analyse à chaque fois. Oui, bah je suis d'accord, mais je j'ai pas été voir les chiffres, mais de mémoire, je crois que la Porsche n'est pas forcément la voiture la plus légère et la plus puissante, enfin celle qui a le plus d'énergie, Ah, je sais plus. non, 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 je crois pas. Ou alors, je suis pas non Non plus mais allé voir trop les chiffres. Tu sais, de toute façon, je suis pas technicien, donc ça tombe bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui suis le technicien. Normalement, c'est les officiels ouais, qui mais sont censés justement homogénéiser. je vais ok, mais après je vais t'opposer, mais je sais que là-dessus il y a plein de gens qui sont contre ce que je veux dire, mais je vais t'opposer le fait que à un moment, même si tu as une balance de performance, ça veut pas dire que chacun doit gagner en fait. C'est qu'à un moment, c'est C'est que vrai, chacun c'est a vrai. les mêmes chances pour se battre avec un matériel qui est équilibré. Mais à un moment, si t'as Penske qui gère, si t'as les meilleurs pilotes dans la meilleure voiture, enfin dans une voiture qui est quand même mieux conçue pour exploiter la fenêtre de performance que tu vises, bah ouais, c'est Porsche qui gagne en IMSA et c'est Ferrari qui gagne en WEC, Mhm. globalement. Mais Non, c'est vrai. enfin, en fait, je sais pas, il faut pas, je l'avais déjà dit, mais il faut pas se dire que la balance de performance nous garantit des vainqueurs différents. Ça c'est pas une balance de performance, ça serait un règlement plus balance de performance plus poids supplémentaire, comment on appelle ça, Oui, un règlement SRO, on appelle ça. oui, voilà, c'est ça, où tu embarques du poids parce que t'as gagné la course d'avant et du coup, bah t'as aucune chance de gagner la manche suivante. En fait, ça, d'accord, ça peut exister, ça peut vous Non, mais c'est intéresser. nul. Il y avait ça Non, en mais ça, c'est. Non, mais c'est WTCC. vrai que c'est nul. Non, mais c'est Ouais. intéressant, mais c'est encore moins du sport auto. Si déjà vous critiquez la BOP, alors quand t'as BOP plus Success Ouais, Ballast, non, bah, c'est alors là vrai. on est vraiment sur une autre planète, c'est plus de la course auto. Là, Non, en plus, ouais. si tu veux, dans l'épreuve de Sebring là ce week-end, c'était quand même relativement intéressant aussi. Enfin, je vais même enlever le relativement. C'était intéressant parce que il y a eu cette fameuse gestion. Tu vois, on parle beaucoup de gestion dans d'autres championnats. Là, la gestion, elle était intéressante. On sentait le lift and coast. On sentait aussi Oui, que dans une phase, ben voilà, les Porsche n'étaient pas en train d'attaquer à outrance pour ne pas trop abîmer leurs pneus. C'était la même chose pour Cadillac aussi. Tu vois, à un moment donné, la 31, elle a un peu relâché. C'était pas inintéressant à suivre, vraiment au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était un peu trop facile peut-être pour Porsche, mais bon, tant mieux, ça veut dire qu'ils ont bien bossé aussi. moi j'aime beaucoup l'ère qu'on est en train de vivre. Alors ça fait euh,
14 ans qu'on la vit en endurance et il la découvre en Formule 1 depuis cette année. Mais moi, j'aime beaucoup cette ère de gestion, comme tu dis. Alors bon, oui, quand les pilotes sont obligés de ralentir en virage et de plus passer fort en Formule 1 parce qu'ils régénèrent pour pouvoir avoir plus de puissance dans la ligne droite qui suit. Bon, ça, je suis pas fan, évidemment. Mais globalement, moi, j'aime bien... en fait, enfin... Mais toi, t'aimes bien l'endurance, moi première aussi. digression, première digression. Non, mais au-delà de ça, tu vois, la Formule 1, par exemple, on voit tout passer en ce moment avec pas mal d'influenceurs qui disent que leur sport est mort, que le sport a changé, qui d'un seul coup C'est pas eux s'inventent... qui le disent, c'est des vieux cons comme moi. Hein. Non, ouais, il y a aussi des fans un peu plus récents qui disent ça et qui prennent pour référence, je sais pas moi, ouais, dans les années 70 c'était mieux, dans les années 80 c'était mieux, mais fadez-vous des grands prix où il y a quasiment pas de dépassement, où il y a 2 voitures dans le tour. Franchement, il y a des époques en Formule 1 qui sont devenues iconiques, mais qui, en termes sportifs, étaient vraiment claquées. Moi, j'aime bien la période qu'on vit parce que je trouve que ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on a tous les jours. Moi, j'ai pas, pour rouler tous les jours, j'ai pas des caisses de dingue, mais ça m'arrive d'avoir des bagnoles de loc qui sont toutes neuves du coup. Et on a des voitures aujourd'hui de gestion, enfin, qu'on le veuille ou non. Tu mets ton régulateur, t'essayes de récupérer un peu d'énergie quand tu freines, t'essayes d'être intelligent. Enfin, c'est quand même un peu passé de mode de rouler comme un bourrin à tombeau ouvert, quoi. On est quand même plus dans un monde dans lequel on essaye d'avoir conscience de ce qu'on fait, et même avec une voiture de tous les jours, où tu gères ta récupération. T'as même des modes, quand t'es dans les bouchons, tu peux mettre le mode B pour moins... Enfin, je sais pas comment dire, mais moi je trouve que c'est très 2026, c'est très intelligent d'essayer d'avoir un meilleur rapport à la voiture. En sport auto... Sur l'endurance, oui. Sur du sprint, je suis pas d'accord. Alors, laisse-moi terminer. Mais je suis d'accord avec toi. Non mais voilà, c'est là où tu vois que l'endurance est ultra pertinente pour la période que l'on vit. C'est là où tu vois que la Formule 1 perd un peu de sa pertinence, puisque oui, l'essence quand même de la F1, c'est d'aller vite sur 1h30, 2 heures, et c'est pas faire de la gestion, puisque du coup sur 1h30, 2 heures, normalement c'est un truc explosif. Moi j'avoue que la F1 perd un peu de sa pertinence pour l'époque d'aujourd'hui, c'est comme ça. Mais il y a des artifices qu'ils devraient faire. Ils devraient arrêter de changer les pneus et ils devraient arrêter... Enfin, le carburant, c'est déjà le cas, mais ils devraient arrêter de changer les pneus, par exemple, et avoir un truc qui est un effort, quoi, un geste. C'est-à-dire que t'as tant de tours à faire, t'embarques ton carburant, t'embarques tes pneus, et maintenant, gère, mon grand. Et il y a des phases ou de courses où on va avoir un pilote qui va être très très bon, mais sauf qu'il aura grillé ses pneus, ou je sais pas... Enfin, en fait, moi, je leur donnerais vraiment un truc de... Voilà ce que vous avez comme consommable pour 1h30, pas d'autres trucs. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien. Enfin, où il y a des arrêts pour des... Je sais pas, mais je changerai un peu la formule. Bref, revenons à la F1. Ouais, je suis d'accord. Revenons à l'endurance. Putain, ça y est, je vais revenir à la F1, merde. Porsche qui gagne, et... Bon, et le truc central quand même, au-delà de... En fait, ils ont pris la tête après 2h30, 3h, je crois. Il y avait... avant ouais, 2h30. Même, Oui, mais vraiment... il y avait un doublé, quoi. Ils ont assis le doublé... Il y a eu du double dépassement sur Deletra, sur la Cadillac. Ils étaient tous les deux en tête, et après, ça a été de la gestion, mais de la mauvaise gestion, parce qu'il y a eu... Il y a le facteur humain qui revient, c'est l'esprit d'équipe, quoi. Ouais. Non, ça n'a pas tout de suite déraillé. Si tu veux, voilà, il y avait la 6, la 7, ils s'arrêtaient. Ils ont réussi à pas trop se gêner, contrairement à Daytona, parce que il faut, un petit peu à l'instar de Ferrari, tu sais, au Mans ou ailleurs, il faut réussir à mettre les deux voitures dans le bon ordre, parce que la 7, je crois, a été placée dans la voie des stands devant la 6. Donc si la 6 est devant sur la piste, ça gêne, tu es obligé de faire un nose-in, donc tu arrives en 45 degrés, il faut que tu sortes les guitares ou les skates, comme vous voulez. Donc c'est pas une super gestion, et j'avoue que là, par rapport à Daytona, c'était plutôt pas trop mal. Non mais ils se sont facilité le travail, il y a eu une bonne entente, et là où ça merde un peu, et c'est ça qu'on va pouvoir évoquer, parce que je trouve que c'est le sujet central de cette édition 2026, c'est à quel moment il y a eu une consigne, et quelle est la consigne. En fait, on croit comprendre que sur la fin de course, il y a un arrêt à 2 heures de la fin, la 6 repart devant, et il y a un dernier arrêt qui est provoqué parce qu'il y a une roue qui se balade sur une autre bagnole. Du coup, il y a une espèce d'arrêt qui est provoqué à 1h30, 1h40 du but, où là, la 6 repart, tu m'arrêtes si je me trompe pas, mais la 6 repart avec pneus neufs et carburant, alors que la 7 fait que du carburant. Elle n'a pas de balle neuve, elle n'a pas de gomme neuve. Elle les a utilisées avant pour remonter, justement. Voilà, et donc là, il y a un côté de se dire, bon, la 6 avec Kevin Estre au volant, carburant et pneus neufs, normalement, ça va aller plus vite que Nasser avec carburant, mais pas de pneus neufs. Ils sont collés, quoi. Donc c'est là où il y a Nasser qui laisse passer Kevin Estre, donc on se dit, ok, chez Porsche, Penske,
ils font ce pari de se dire que Estre va être meilleur en rythme, donc laissons-le devant. Et puis à Nasser de gérer pour assurer le doublé ou pas, et de se battre. Mais en tout cas, voilà, les stratégies font que à un moment donné, la 6 a des pneus neufs, la 7 non. Et bah, allons-y. Et peut-être aussi qu'il y a ce retour d'ascenseur, je sais pas si ça entre en ligne de compte, mais voilà, ce qui s'est passé à Daytona, c'était pas super clean pour la 6, du coup, peut-être qu'on va leur offrir les deux autres Sebring. Je sais pas, j'ai eu cette impression-là à un moment donné. Ouais, surtout, je pense qu'il y a des paris différents dans les deux équipes, et il se trouve qu'à un moment, dans cette situation-là, bah, c'est la 6 qui se retrouve en meilleure position. Voilà. Sauf que, et c'est là où il y a un élément qui nous échappe, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais de ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'on intime quand même à Kevin Estre l'ordre, comme à Felipe Nasser, de gère quand même ta conso, parce que selon la fin de course, selon la physionomie de fin de course, si c'est vert tout le temps, s'il n'y a pas une seule neutralisation, on repassera par les stands, ok. Mais si tu économises du carburant, vu que vous êtes en tête, bah, on passera moins de temps à remettre du carburant, donc voilà, vous avez compris. Et il y avait aussi le scénario de se dire, si la fin de course est chaotique et qu'il y a plusieurs neutralisations, spoiler, c'est toujours le cas à Sebring, peut-être qu'on n'aura pas besoin de repasser par les stands, ou peut-être qu'on aura besoin de vraiment faire un splash and dash. Donc, Kevin Estre, il est en tête. Ou peut-être même pas. D'ailleurs, je pense même que c'était à l'origine prévu de ne pas repasser par la Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on a un Kevin Estre qui se retrouve dans une situation qui est improbable, c'est-à-dire qu'il est en tête, il a une voiture qui est réglée, je pense, pour ce moment de la course, avec des pneumatiques qui sont neufs, mais il se retrouve bridé, au sens, pas vraiment bridé, mais il est obligé de faire de la gestion. C'est là où, effectivement, parfois la gestion n'est pas bonne, mais il est obligé de faire de la gestion parce que peut-être qu'en fin de course, il pourrait économiser un arrêt. Ok, et on donc s'ouvre là, les possibilités. Ok. Et donc là, c'est un peu l'argument qu'a utilisé Felipe Nasser, puisque Felipe Nasser, du coup, passe à l'intérieur du dernier virage. Beau dépassement. Très beau dépassement. Où Non, il dit, bah, en gros, bah, je sais pas, Estre, il avance pas, moi j'y vais quand même. Parce que derrière, ça commence à pousser avec la Cadillac. Il y a Etken qui est pas loin. Donc moi, en fait, à un moment, je vais pas attendre, donc je passe. Alors que, apparemment, il y avait un team order, un ordre d'équipe qui était bah oui. la 6 finie devant la 7. Et puis surtout, vous ne vous dépassez pas, vous gérez. Je veux dire, à un moment donné, la 31, il va pas passer facilement, tu vois, Etken. Donc, quel est ton avis, toi, vous êtes capable de là-dessus, gérer. sur les consignes d'équipe, sur les Barrichello Schumacher, sur les. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, en fait, c'est horrible parce que je suis partagé. C'est-à-dire que moi, je me mets du point de vue des pilotes, je déteste les consignes d'équipe. Maintenant, le point de vue de l'équipe, je le comprends aussi. Tu veux assurer un doublé et t'as pas envie de te faire des sueurs froides pendant la dernière heure écart, j'allais dire, pour se dire qui va passer devant, qui va pouvoir se donner un petit coup de roue, un machin, etc. C'est quand même une galère parce qu'on sait qu'on est en endurance, on sait très bien que le moindre petit contact, ça peut générer plein de soucis sur une auto et on veut essayer d'éviter ça. Donc si tu veux, je vais parler du point de vue du pilote. Moi je trouve que les consignes de course c'est nul et je ferai plutôt mon Felipe Nasser. Par contre, après, faut que tu assumes. Et moi, je suis pas capable d'assumer ça. Je veux dire, si je suis pilote, je suis dans la voiture numéro 7 et on me dit de pas doubler et je double, après, c'est pas que l'équipe que tu as contre toi, c'est aussi tes équipiers. Tu vois, c'est pas que le top management, je veux dire. Donc, soit il est protégé dans l'équipe, je ne sais pas par qui, Felipe Nasser. Bah, par mais Roger c'est pas la Penske première fois directement, je pense. Ah, tu crois? Parce que c'est pas la première fois qu'il ne respecte pas les consignes. Et c'est vrai, et tu as raison, et je vais te lancer là-dessus. Penske, finalement, est-ce qu'il est vraiment d'accord avec ce que Porsche demande? En fait, moi, mon avis, c'est que le PPM, Porsche Penske Motorsport, le premier mot, c'est Porsche. Et du coup, je pense que la consigne d'assurer le doublé, de faire des belles photos avec les voitures qui ont la livrée mobile 1, le jus d'orange sur la ligne, etc. Je pense que c'est une consigne qui vient de Porsche. Ok. De dire, on assure le doublé. Donc, mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas le... Enfin, Porsche... Pardon, mais ce sont pas des racers comme Penske. Bah, c'est ça en fait. Depuis quelques années, on le voit bien, le management chez Porsche n'a plus, à moins, la compétition dans le sens où, enfin, je sais pas, ça va en Formula I, ils se retirent du WEC, enfin, il y a des choix qui sont vraiment franchement contestables. Et là, par exemple, je trouve personnellement que c'est un choix contestable de figer des positions, alors que t'as, parmi les 6 pilotes, je pense que c'est pas les 6 meilleurs, mais t'as quand même 6 pilotes de top niveau. Tu as la meilleure voiture du moment, parce que la BOP la favorise, mais aussi parce que intrinsèquement, c'est quand même pas une mauvaise bagnole pour ce règlement. T'es en tête, il reste 2 heures. Putain, mais laissez-les se battre en leur donnant une consigne. Oui.
ne vous touchez pas, ne vous foutez pas en l'air. Oui, mais alors, Parce que si vous est-ce foutez que en l'air, par justement- contre, c'est la porte. Tu vois, en fait, c'est ça, faut dire. Moi, je serais très clair. ok. Moi, je dirais, Ouais. s'il y a un incident, si on a la honte parce que vous vous touchez entre vous et que ça compromet un doublé ou même pire la victoire, mais c'est la porte, les gars. Clairement. Il y a pas de... Vous récupérez Ouais, votre ok. feuille à la Non, mais là, compta, dans ce cas-là, d'accord. voilà. Dans ce cas-là, d'accord. Moi, Tu je vois, ferais ça. sanction directe. Parce que j'allais dire, si tu mets une consigne, est-ce que c'est pas parce que t'as pas confiance en tes pilotes, pas au niveau du comportement au pilotage, je veux dire, pas au niveau du talent, mais au niveau justement de l'esprit d'équipe. Est-ce que c'est pas ça traduit pas ça, tu vois, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un peu pareil chez Ferrari. T'as des racers de fous, mais par contre ils s'aiment pas trop. Hein. Je parle de WEC là, avec la 50 et la 51. C'est-à-dire que entre eux, les trios s'entendent très bien. Par contre, ouais, quand ça roule portière contre portière, bah t'es pas trop confiant. Est-ce que ça traduit pas ça? Je sais pas. Hein. Ouais, c'est juste... En fait, ce qui est marrant, c'est que... Alors ouais, je sais pas comment répondre à ce que tu dis, mais ça me fait penser... En fait, en gros, donner une consigne en disant à Felipe Nasser... Mais ça aurait pu être... Ah non, ça aurait été en lower ou Heinrich, il aurait pu le dépasser, Mais non. je pense. Et bah c'est ça. Tu vois, c'est la même chose. En fait, si tu veux, j'arrive pas à comprendre. Parce que je pense que les gens dans la vie aiment bien les bad boys, mais il faudrait pas qu'il y en ait plein. Non, mais faut pas qu'il y en ait plein. C'est-à-dire qu'un Raikkonen en Formule 1, ça a plu parce que c'était le seul. Si tout le monde fait ça, du coup, les journalistes peuvent plus bosser parce qu'ils ont plus de réponses. Tu t'as plus de signature avec les fans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, faut pas non plus que ça soit généralisé. Mais je pense que t'as un Julien Dlouer dans la voiture ou un Lorin Heinrich face à Kevin Estre ou face à Lorenz Vanthoor, il n'y a pas le dépassement de la 7 sur la 6. C'est sûr. Après, le truc, c'est que là, du coup, Kevin Estre passe pour le faible, le mec qui est crédule, candide, genre, mais il croyait qu'il allait gagner, il croyait qu'on allait lui offrir sur un plateau d'argent sa victoire, mais quel branleur. De toute façon, Kevin Estre, il est toujours deuxième, il gagne rien. Tu sais, enfin, il y a ce côté très. C'est horrible. Il a toujours pas gagné Le Mans, il a toujours pas gagné ça. Ouais, voilà. Bon. Ouais, alors on peut penser ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, là, Kevin Estre, de cette histoire, il ressort comme le bon soldat. Le mec fidèle. Le mec fidèle. Voilà. Le mec fidèle aux consignes. En fait, il est embauché par Porsche pour rouler dans l'équipe Penske. Il est pilote officiel. C'est son job, en fait, de faire ça. Il a des consignes, il les applique. Après, c'est Nasser qui ressort comme le mec flamboyant, le mec brillant, le vrai racer, tu vois. C'est celui qui a vraiment... Comme tu dis, il y a un côté bad boy. Donc, c'est lui qui a la fame, là. C'est lui qui a la gloire. Et son palmarès, attends, tu t'imagines le gars, il gagne les 24 heures Daytona 2 fois de suite, il gagne Sebring 2 fois de suite. Punaise, il est champion plusieurs fois pour Cadillac, pour Porsche. Le gars, je pense que c'est un vrai talent. Attention, hein, moi j'aime beaucoup le coup de volant de Nasser, génial. Mais là, quand je vois et quand je constate, parce qu'on n'a pas tout, tu vois, même Lorenz Vanthoor le met sur les réseaux, il répond à certains qui ont dit ah oui, mais Nasser c'est mieux, machin, etc. Vous ne savez que la moitié de ce qui est ressorti. Donc voilà, en interne, ça va se régler, ça va se solutionner ou pas d'ailleurs. Mais je pense que Nasser, là, il fait une erreur. Il se met tout le monde à dos. Je pense qu'on peut affirmer sans trop prendre de risques que Nasser a un boulard, mais de fois 1000. Le passage par la F1, on s'en souvient pas trop. Hein. Chez Sauber, c'était pas fou non plus. Hein. Mais alors attends, là je suis pas d'accord. J'ai toujours trouvé qu'il avait le boulard, ça c'est vrai. Ça je pense qu'il a un boulard 2000 surtout, incroyable. Mais par contre, il est extrêmement fort. Attends, chez Sauber, non, c'était solide. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est pas très un secret. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans le film officiel des 24 heures du Mans 2025. Il y a tout un passage sur Kevin Estre qui est hyper intéressant, où il est en famille, où il vient de sortir de son relais, où il regarde la course, etc. Je pense que Kevin Estre, il a moins d'ego, ou en tout cas, il a un ego mieux placé. C'est-à-dire que il a son... Enfin, regardez juste son palmarès quand même. Hein. Vous pouvez aller du côté du Nürburgring ou même en WEC, il y a des victoires. Enfin, Kevin Estre, c'est pas un débutant. Hein. Il est champion du monde. Ouais. Mais c'est juste qu'à un moment, il sait aussi placer les différents éléments, enfin faire des ordres d'importance. Et là, en l'occurrence, l'importance, selon lui, et je pense que c'est lui qui a raison, c'est qu'on lui a dit qu'il fallait faire un doublé Porsche. Donc voilà, il fait sa mission. Nasser a pensé à lui avant de penser à Porsche. Et après... Il a aucun problème là-dessus. Dans la conférence, enfin pas dans la conférence de presse, parce que la conférence de presse, j'ai pas vu les images, mais apparemment c'était un peu tendu. Mais par contre, quand il sort de la voiture, Nasser, il a aucun problème. Il fait j'ai pas trop envie de revenir là-dessus, mais moi je suis payé pour gagner, donc je vais gagner. Mais ferme ta gueule. En fait, oui, t'es payé pour gagner, mais Kevin Estre aussi, il est payé pour gagner. En fait, à un moment, il y a un ordre d'équipe, tu le respectes. Moi, encore une fois, je vous le dis, moi je déteste les ordres d'équipe. Moi, je leur dirais, mais roulez. Et je pense que le capitaine
C'est pas, c'est pas lui qui a donné l'ordre, parce qu'il suffit de voir, bah toi tu connais ça mieux que moi, mais il suffit de voir en IndyCar, chez Penske, Oui. ça se bat, il y a des guerres intestines au sein de l'équipe, et voilà, enfin c'est comme ça en fait, c'est de la course quoi. Et ouais, ah mais ça, bah, là je peux t'en parler vite fait. Allez, digression sur Bah l'IndyCar. oui, non Non mais je sais que mais t'adores ça. c'est vrai que ah bah oui, non mais attends, Penske en IndyCar, c'est génial. Et c'est d'ailleurs pour ça, si tu veux, que ça a gagné beaucoup et que ça continue d'être Aussi, au sommet ouais. comme force. Parce que, voilà, ils s'entraînent au fur et à mesure. Alors oui, il peut y avoir un crash. Ok, allez, il y a un accrochage entre Alonso Junior et Paul Tracy. Il y a un accrochage entre Newgarden et Simon Pagenaud. Il y a un accrochage entre Montoya et Will Power, j'en sais rien. Ok, mais par contre, punaise, je peux te dire que t'en as des données et des retours et tu la développes ta voiture et tu la développes au niveau du châssis, au niveau de la suspension. Enfin, c'est vraiment, en tout cas, je parle de l'IndyCar. Il y a très peu de marge de manœuvre et ils ont su maximiser tout parce qu'ils prennent les meilleurs. Et les meilleurs, ils ont envie d'avoir les armes pour se battre et d'avoir la liberté de se battre. Et donc, moi je me souviens de coups de roue entre Newgarden et Pagenaud qui se battaient pour le titre ou pour des victoires. Il n'y a pas eu de consigne. La seule consigne, et je suis d'accord avec toi, et de toute façon, je pense que c'est clair et net, quand tu as un patron d'équipe qui est un ancien pilote, de toute façon, il y aura quand même moins ce phénomène de mettre des consignes d'équipe. Parce que les pilotes en subissent les conséquences. Donc, ils n'ont pas envie de faire subir ça à d'autres pilotes. Je pense, en tout cas. Et donc, pour moi, bah voilà, Roger Penske, c'est un vrai racer. C'est le capitaine. Et je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas du tout sûr que ce soit lui qui ait voulu ça. Et donc, Nasser, je te rejoins là-dessus, peut-être incarne plus cet esprit de compétiteur, de racer et moins de pilote pro finalement, à respecter des consignes, qui plaît peut-être à Roger Penske, mais là franchement, moi je dis il fallait plutôt être pro dans cette édition et ok, gagner 2 fois de suite les 12 heures de Sebring et les 24 heures de Daytona, c'est génial pour le palmarès, la Porsche numéro 7 après 2025, refait en 2026, mais la manière de faire, alors je sais qu'on s'en souviendra pas dans 20 ans, mais la manière de faire, franchement ça va rester quoi. C'est aussi un. Je continue ta digression, enfin c'est pas une digression, mais je continue sur ta réflexion avec IndyCar, Formule 1, etc. C'est aussi un peu la conséquence de prendre des pilotes qui sont très axés sur la monoplace. Ouais, et voilà, individualiste. On le voit un peu plus parce que, alors là, je connais pas les palmarès, pardon, en détaillé, hein, enfin, j'ai quelques bases quand même sur Julian Lower, sur Larry Heinrich, etc. Mais Ouais. ce que je veux dire, c'est que chez Ferrari, par exemple, on a vu, parce qu'on peut comparer directement avec Ferrari, F Corse 499P, tout ça, Giovinazzi, par exemple, enfin, tu vois, en fait, les pilotes qui ont un background monoplace F1 ou pas forcément F1, déjà arrivés en F2, F3 à un top niveau, bah, on sent qu'il y a des comportements plus individualistes que d'autres, et à un moment, bah, ça pêche, quoi. Enfin, ça crée des... Là, je pense que le reste de la saison, entre la 7 et la 6, mais va y avoir des coups de portière. Ah, regardez l'IMSA, hein. Moi je Ah vous le ouais, dis. là ça Je va vous pas le se dis, il faut respecter regarder les beaucoup. courses. S'ils ont toujours cette liberté d'être devant, la liberté, tu sais, c'est le luxe. S'ils ont toujours cette BOP favorable et qu'ils peuvent entre guillemets parader et avoir le coude à la portière, et ben là ils vont rentrer le coude, fermer la fenêtre. Et je peux te dire que si on retrouve Estre Nasser en piste tous les deux, Oui. et en Oui, plus, oui, et oui. ce qui est marrant, tu vois, c'est Je que suis d'accord. en fait ça se résume aussi ça se résume, pardon pour les autres, hein, mais à une bataille entre Felipe Nasser et Kevin Estre. Pourquoi? Parce que bah, Julian Lower, moi, il me fait un peu penser justement à Kevin Estre. C'est-à-dire que Ouais. c'est un mec bon, français, mais il y a ce côté bien, Il est classe. bien Il est éduqué, génial. ouais, voilà, bien Mais éduqué, oui. classe, beau gosse, dans le sens beau esthétiquement, oui, mais aussi le côté la compétition, mais faire, tu vois, avec les règles. C'est ça. Les mecs, ils ont pas de cadavre dans le placard, et tu sais qu'ils seront. Peut-être que là, vous allez me sortir une anecdote en Cup, Non, je pense pas. 2018, il a fait. Bon. Mais je veux dire, Bah, je suis pas Heinrich, sûr. c'est pareil, ça sent le garçon quand même plutôt bien éduqué, droit dans ses bottes. Exact. Je peux dire pareil pour Matt Campbell et Lorenz Vantore, il y a aussi. Lorenz Vantore, il a été Lorenz âpre. Vantore, Ouais, mais il a été âpre, notamment face à Kevin Estre, mais tu vois, ouais, je sais pas, c'est un peu différent. Mais là, ça se résume à un duel Nasser-Estre parce que c'est eux qui font la qualif, c'est eux qui prennent le départ, c'est eux qui font le meilleur tour en course, c'est eux qui finissent. En fait, sur les deux voitures. C'est-à-dire qu'il y a Andlauer, Heinrich, Vantore, Campbell, ils n'ont pas le meilleur tour, ils n'ont pas pris le départ, c'est les... ils ont. Alors, attends, je peux te corriger. Ils ont le meilleur. Heinrich a le meilleur tour de la voiture numéro. Ah non, il a le deuxième meilleur tour, t'as raison. La voiture numéro 7. Non. Ah ouais, t'as raison. C'est Nasser et Estre qui ont tout fait, entre guillemets, hein, vous Ah comprenez ouais, ce t'as que je veux raison. dire. Ouais, non, mais ça veut Ça dire se joue quoi? à un dixième, hein. Oui, d'accord, mais enfin, ça veut dire que ça concentre quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on te fait énormément confiance sur ta voiture.
C'est le cas pour Blomqvist chez Meyershank. Enfin, c'est pas que eux, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que... Van der Zandt aussi, chez Acura. Bon, on peut faire la liste, hein, on les a. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un truc assez important. Et ça montre qu'ils cristallisent à eux seuls. Nasser est le capitaine, si je peux faire le parallèle, de la 7. Estre, celui de la 6. Et à un moment, ça va friter. Alors, j'espère que ça va pas en venir plus loin. Et encore une fois, c'est là où tu vois le comportement. Estre, il est pro. Mais je pense que par contre, il va demander des comptes. Et il est en droit de le faire. En gros, il va dire, mais qui le protège? Enfin, c'est quoi ces conneries, en fait? Il y a un ordre, il est pas respecté. Ok, on fait quoi maintenant, quoi? Parce que moi aussi, je veux des trophées. Moi aussi, je veux avoir un palmarès. Hein. Enfin, faut pas... En fait, le fait que Nasser dise... Je suis désolé, hein, mais c'est vrai que le sujet m'énerve. Le fait que Nasser dise « Moi, je suis payé pour gagner », mais tu sous-entends quoi? Que Estre, il est pas payé pour gagner? Mais c'est pas parce que tu affirmes un truc que du coup, l'autre se construit en opposition. Enfin, en fait, c'est ridicule. Estre aussi, il est payé pour gagner. C'est juste qu'il y avait une consigne que celle-là, elle était pour lui. Alors, vous allez me dire, il était naïf de croire qu'on allait lui offrir... oui, peut-être. Apparemment, oui, face à Nasser, oui. Mais après, il l'a dit, hein. Il a pas eu les moyens de revenir, parce que à sa décharge... sinon il l'aurait découpé en deux. Ah bah non, mais tu parles. À sa décharge, mais là, ce qui s'est passé... il a fait une erreur aussi après. À sa décharge, il a fait une erreur. Il a doublé une GTD hors trajectoire, donc il a eu une pénalité complètement débile de la part de l'IMSA. Ouais, vas-y. Alors déjà, ça c'est sûr. Non, mais je rebondis sur ce que tu dis. Je te laisse finir après, désolé. On me dit souvent que je coupe la parole, mais parce que je suis Retenez-moi, j'ai envie de... Nasser, j'ai envie de... Je ferai pas le malin face à lui. Retenez-moi. Non, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, il veut dépasser à l'extérieur. Trop de risques là, trop de risques sur un dépassement en GT. On est de nuit en plus, tu comptes sur le gars de GTD pour te voir. Non, mais c'est pas sûr qu'il te voit, il y a des feux et tout. Donc en fait, il salit ses pneus. Ouais. Il y a en plus de la pénalité débile. Il salit ses pneus qui sont plus neufs. Enfin, je veux dire, il y a un capital meilleur, c'est ce que tu as expliqué. Bien sûr. Donc il va dans la terre, dans les marbles, il coupe un peu, il dépasse donc la GT, il met une GT entre lui et la Cadillac. Et après, après c'est ce que tu dis, il y a la pénalité débile. La pénalité, c'est il faut rendre la position à Aitken. Mais rendre quelle position? Aitken n'a jamais été devant la Porsche. Enfin, en fait, c'est clair. Il faut à la limite, mais c'est là où tu peux pas juger parce que tu peux pas lui dire tu lèves le pied pendant 5 secondes. En fait, ça tu vois, en sim racing, ça aurait été réglé avec un slowdown, quoi, tu vois, enfin, comment on appelle ça? Oui, voilà, tu sais, sur iRacing, t'as gagné 3 dixièmes, putain, faut que tu lèves le pied, tu vas le faire, t'as 30 secondes pour le faire, tu vas le faire à l'attaque du dernier virage, et là, on peut pas le faire en virtuel, ça serait bien, en réel, ça serait bien qu'on le fasse. Mais là, rendre la position qui n'a jamais été prise, c'est complètement lunaire, mais bon, là, bref, j'ai pas compris. Il l'a fait. Et là, d'ailleurs, ça a dû, je pense, énerver Kevin Estre. Et donc, du coup, il a attaqué, surattaqué peut-être, et il a peut-être un tout petit poil trop pris dans son gestion d'énergie, dans ses pneumatiques, et du coup, là, il s'est retrouvé complètement démobilisé, pas démobilisé, comment on peut dire, il s'est retrouvé sans les bonnes armes, quoi, en fait. Et il y a aussi cette notion, vraiment, j'aime pas aller dans ce niveau d'analyse, parce que c'est pas... Enfin, ça me passionne pas trop, mais... Mais il y a aussi apparemment cet effet où la 963 marche vraiment bien quand elle a du clean air, quoi, quand il n'y a pas de voiture devant. Et donc quand tu te retrouves en chasse, tu surchauffes. Enfin, c'est global, c'est valable pour toutes les voitures, hein, bien sûr. Quand tu suis quelqu'un, vous avez déjà rendu compte, hein, quand tu suis quelqu'un, tu te prends de l'air chaud, tu te prends de l'air, déjà des perturbations, tu te prends des trucs. Là, il y a vraiment eu une prime apparemment à la 963 de Nasser, en l'occurrence, qui même avec des pneus plus usés, a réussi à rester devant parce qu'il était justement le premier. C'est lui qui arrive le premier sur le trafic. Il a de l'air propre. Est-ce qu'il le savait pas, ça? Est-ce qu'il a pas fait ça pour cette raison-là aussi? Parce qu'il a quand même l'expérience de l'IMSA. Je veux dire, ok, c'est vrai qu'il a le boulard. Non, c'est très bien. Ça, on va le redire, le répéter et vous le saurez. Mais par contre, il a quand même du talent et il a réussi à gagner en IMSA dès très tôt, finalement. Quand il est arrivé en IMSA, assez rapidement, c'était devant, quoi. Donc voilà, il a cette expérience-là aussi. Ah non, mais on minimise pas le truc, c'est juste que c'est à chaque fois qu'il y a des consignes d'équipe, de toute façon, après, ça fout le bazar. Le fait que Nasser laisse passer Estre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais à quoi il joue, quoi? Oui, c'est vrai, parce qu'il a les pneus. Ok, ok, c'est fair. Mais à partir du moment où tu vois qu'il s'échappe pas, tu te dis, pourquoi pas? Mais à partir du moment où tu vois qu'il s'échappe pas, Felipe Nasser
il a quand même respecté la consigne. Tu vois, ça me fait vraiment penser, je te jure, c'est le parallèle entre Ferrari et Porsche, quoi. Ferrari au Mans, si vous n'avez pas vu le film officiel, parce que là je suis en pleine tournée, donc là je le connais par cœur le film, donc la 32e minute, non c'est pas vrai. Kubica se plaint justement de ne pas avoir, au petit matin, de ne pas avoir l'aide, entre guillemets, des pilotes officiels qui ne respectent pas les consignes. Ils sont pilotes pro, moi je le suis pas, tu vois, il y a vraiment ce débat, et c'est le même débat qu'avec Nasser et avec Kevin Estre. En fait, si tu veux, les pilotes Ferrari officiels ne laissent pas passer la Ferrari jaune parce que c'est la voiture privée, etc. Sauf que dans la nuit, Phil Hanson, je suis désolé, mais il laisse pas passer Ferrari non plus et les Ferrari officiels. Donc Kubica dit oui, on a respecté 2 fois la consigne. Non, Hanson il se rate et il laisse passer la Ferrari. C'est pas pareil. Ouais. Et donc du coup la Ferrari officielle passe, ok, mais il l'a pas laissé passer. Donc en fait, les consignes de course, ça met le why partout, quoi. Ça met le why partout et ça crée des situations complètement. On peut aussi citer, oui. alors moins emblématique, mais on peut aussi citer Toyota, quand ils ont fait une saison, il y avait personne en face. Enfin, si, il devait y avoir la vieille Alpine, là. Bon, c'est pareil, un coup, Buemi, il fait une petite radio où il se plaint, il veut passer, après on relaisse passer. C'était d'un ridicule, les mecs, mais vous avez attends, le pire... 20 tours d'avance, battez-vous un peu, quoi. Non mais il y avait ça, et attends, il y a eu pareil, je me souviens, je l'ai commenté, je peux te dire, j'étais vénère au micro, j'ai pas essayé de trop le dire, mais ça me sortait par les yeux. 2016, je crois, à Austin, ou 2015, je sais plus, je commentais sur Motors TV, ou motorsport.tv peut-être à l'époque déjà, où en fait les Toyota s'échangeaient les positions. Putain, mais t'échanges une fois la position, l'autre se rate au stand, du coup la voiture, je sais plus si c'était la 7, la 8, je me souviens plus du numéro, oui. repasse devant, et du coup tu repasses 3 fois tu fais repasser. Non mais arrêtez là. Et puis du coup, dans les stands, en fait, on a un peu cafouillé, donc c'est pour ça qu'il a perdu 4 secondes, mais c'est pas cool, donc relaisse-le passer. Mais quoi? Donc à un moment donné, tu fais quoi? Donc tu tires au sort et puis c'est réglé. La course, c'est la course. Tu peux faire une fois, allez, ok. Mais... une fois, tu laisses passer. Tu vois, je me souviens en Formule 1 avec McLaren. J'ai à Monza. reparlé il y a pas longtemps de Formule 1, tu sais, sur d'autres supports. Non, pas Alonso. Non, à Monza, McLaren, j'allais dire, à Monza. Ah pardon, non, alors il y a eu ça aussi effectivement avec Norris et Ricciardo, c'est ça? Ouais, un truc comme ça. Non, je parlais de plus vieux, 97 avec Coulthard et Hakkinen. Et en fait, c'était 2 gentlemen. Hein. Les deux, c'était 2 gentlemen. En fait, dans les stands, je crois allez-y, monsieur. Ah non, mais je vous la laisse. Non, mais allez-y. Ah, après vous. Non, mais allez-y. Bah, de toute façon, le palmarès. Oh non, mais vas-y. Moi, j'étais porte-gourde. Moi, j'étais porte-gourde de Demon Hill, donc. Ah non, mais vas-y, toi. C'est un peu ça, mais d'un autre côté, ça s'est toujours bien passé entre eux parce que je crois que c'est Hakkinen qui bénéficie d'un meilleur arrêt que Coulthard ou je sais plus, et du coup il se laisse passer. Et alors c'est moche, mais il se laisse passer une fois parce que voilà, il y a eu ce problème. Ok, j'ai pas aimé, mais au moins c'est clair, voilà, tu le laisses passer parce qu'il a perdu du temps et tout. Moi j'ai envie de dire, 20 ans plus tard, j'étais pas content quand Norris demande à passer Piastri parce que soi-disant à l'arrêt au stand on s'est raté. Eh ben c'est la course les gars, on s'est raté, ça fait partie du truc quoi. Et donc après ça crée des mauvaises tensions. Et donc chez McLaren en Formule 1 en 97 ça ne l'avait pas été le cas parce que Coulthard est peut-être un petit peu plus tendre entre guillemets que Hakkinen. Mais par contre quand t'as Piastri Norris, quand t'as 2 racers, bah voilà ça met une ambiance délétère, et je suis désolé, et c'est ce qui s'est passé aussi, et à chaque fois en raison de ces consignes de course. Et pourtant en F1 c'est quand même, je pense, plus simple à gérer puisque c'est un bonhomme dans une voiture. Là tu vois, là t'en as 3. En fait, je pense que Julien Andlauer, il est content de sa victoire, hein, et Loren Heinrich aussi, évidemment. Ah bah oui, d'ailleurs, mais... on va le dire, c'est le 14e français vainqueur au général, bravo Julien. Mais carrément, mais je pense qu'il sait aussi au fond que... Putain, Nasser, bon... Ouais. Nasser, quoi. Et ben tu vois, je me suis posé la question. Je me suis dit, parce qu'en fait j'ai vu la photo, j'ai pas vu la conférence de presse. La photo du podium. Ah non, la photo du... Oui. Oh là là. Ah mais elle est horrible, parce que Julien Andlauer fait la gueule, Kevin Hess fait la gueule, Lorenz Vanthoor sait pas où regarder, Matt Campbell fait la gueule, il y a que Nasser qui tu sais pas trop ce qu'il fait. C'est horrible, c'est-à-dire que même quand t'es vainqueur, je me suis mis à la place de Julien. Peut-être qu'on lui demandera, pas maintenant, mais on essaiera de lui demander peut-être un peu plus tard, mais comment tu te sens dans ces cas-là? Parce que oui, tu gagnes, mais tu sais la manière dont t'as gagné, quoi. Ouais, après je pense que tu sais... Je pense que tu passes aussi rapidement à autre chose, et je pense aussi surtout, alors là c'est totalement supposition, j'ai pas les infos, toi peut-être un peu plus que moi, mais je pense aussi qu'il y a une bonne entente entre Julien Andlauer et Kevin Estre, comme je me souviens de voir l'année dernière Jaminet et Andlauer qui étaient vraiment en train de plaisanter tout le temps, enfin tu vois, je pense qu'il y a une camaraderie déjà entre Français, mais même entre compagnons de galère, là où Felipe Nasser, effectivement, je pense peut-être avec ce genre de comportement, va s'isoler un petit peu.
et où est protégé par quelqu'un et on n'a pas l'info. Ce qui peut être intéressant, c'est si Lorenz Ventor se motive à faire un débrief dans leur podcast. Oui, voilà. Si vous connaissez pas le podcast, il va le faire. Les frères Ventor, ils ont un podcast qu'ils animent de manière assez irrégulière. On vous met un lien cliquable. Ouais, c'est un peu comme toi, non? Ils sont assez réguliers sur les publications, je crois. Oui, merci. J'y pensais, j'allais te dire, c'est comme Trajectoire. Mais c'est passionnant quand ils sont pas en démo, quand ils sont pas en mode commercial et à sortir leur soupe et qu'ils sont vraiment honnêtes, c'est hyper intéressant comme podcast. Et surtout Dries Ventor, il sort des trucs... Quand t'es pilote pro, franchement, moi je trouve que c'est un peu risqué. Hein. Ils se sentent pas forcément menacés. Je comprends, un chez BM, l'autre chez Porsche, mais c'est quand même chaud. Moi tu j'aime sors bien. des trucs. Des fois, même moi aussi, j'adore. Mais tu vois, c'est exactement la réflexion que je me fais. Et désolé, c'est une digression. Dans Trajectoire, je vais pas forcément voir des jeunes pilotes ou des pilotes en activité. Vous devez vous dire, mais pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, ils peuvent rien me dire. Ils peuvent rien me dire, ces pilotes-là. Donc en fait, et j'ai pas envie de les mettre en difficulté. Donc je trouve que ça perd de l'intérêt. Alors eux, tant mieux, les frères Ventor, ils font leur podcast et ils vont un peu au charbon. Mais généralement, non, tu peux pas t'exprimer sur tout et c'est normal. Et ça fait aussi partie du fait d'être pilote pro. Oui, mais moi j'aime bien quand même quand il y a un peu d'aspérité comme ça. Parce que sinon t'es obligé d'attendre un certain âge avant de balancer le dossier, tu vois. Alors là, par contre, après, à partir d'un certain âge, ça lâche tout. Henri, non. Mais là trop. C'est bon. Redeviens pilote pro, s'il te plaît, un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'on va pas, on est plus dans l'épisode 100, donc on peut pas, on répond pas aux questions, mais quand même, des fois, faut censurer des trucs. Hein. Enfin, je veux pas. Tu peux raconter si tu veux, mais ouais. Ah punaise. Non mais oui, c'est toujours une limite à trouver, évidemment, c'est le curseur à placer. Mais bon, voilà, ce qu'il en ressort quand même, c'est dommage qu'on parle plus de ça que de la course, parce que elle a quand même été bien cette course. Hein. Moi je trouve que, tu vois, par exemple les Cadillac, elles ont été au rendez-vous. Les BMW finalement, enfin l'une d'entre elles, parce que la deuxième s'est fait torpiller par, je sais plus si c'était Ribé ou je sais plus qui dans la Ferrari. Ouais. Ah oui, c'était beau. Donc une des BMW, tu vois, à un moment donné, je me suis dit, mais ils sont peut-être en train, eux aussi, d'attendre leur heure parce que c'est WRT. J'ai ressorti l'anecdote que tu m'avais évoquée déjà, mais il y a un moment, hein, je crois que c'était quand on était sur Twitch, mais avec WRT qui reste sur son plan de marche et peu importe, on ne se fait pas perturber par quoi que ce soit. Et je pense que ça aurait pu marcher hein, pour la BM numéro 24, c'était pas loin. Et puis bon, en fin de course, ils se sont fait un peu endormir. C'est pas loin du tout, parce que lorsque Kevin Estre, justement, a cette pénalité totalement absurde et se retrouve derrière Jake Aitken, il y a... c'est Van der Linde, je crois, qui est au volant. Oui, c'est ça. Sheldon, Ils sont quasiment tous les trois de front sur la ligne droite du retour, donc là, on est en train de se battre pour la troisième place, quoi, pour le spot final. Ça termine à 13 secondes. Bon, voilà, c'est comme d'habitude, c'est un peu, comment dire, mâché par le fait qu'il y a eu une voiture de sécurité, enfin un full coursier là ou je sais pas quoi, en fin de course. Si tu les lâches et que tu mets du drapeau vert pendant 12 heures, bon, bah c'est un tour, quoi. Mais je sais pas. J'ai l'impression que là, c'est juste que les Porsche sont... Bah c'est pareil, ils sont fidèles à ce qu'ils savent faire. La Porsche, elle est réglée pour la fin de course, elle est réglée pour les températures plus fraîches pour la nuit. Et non, mais ce qui est fou, elle est réglée pour la nuit, mais quand même d'un autre côté, t'as vu les dépassements de Kevin Estre, c'est incroyable. Moi, il m'a régalé quand même, mine de rien, comme d'habitude. Tu vois, c'est vraiment assez fou ce qu'il a fait. Le premier virage, il a réussi à dépasser un de ses concurrents, je crois que c'était une Acura de mémoire. Et puis il dépasse la 31. Mais franchement, il passe dans le dernier virage, mais il prend une trage intérieure. Mais je me demande comment il a évité le mur à l'intérieur. C'était magnifique. Donc voilà, il y a eu quand même de la bagarre, mais je suis d'accord avec toi, je pense que ces Porsche, elles attendaient les conditions nocturnes pour vraiment mettre le coup de massue. Mais j'ai pas été déçu de Cadillac, même si la 10 avait trop de carrossage et donc a été mise en 11e position de la catégorie. Bon, c'est dommage. Donc elle était 3e sur le podium, cette Cadillac Taylor. Elle perd le podium, c'est malheureux, mais c'est en fin de... c'est même plus qu'en fin de course, c'est au contrôle technique, quoi. Donc la 31 monte sur le podium. Ça va être intéressant au niveau du championnat, parce que la 31 reste sur 2 podiums consécutifs après Daytona. Donc c'est plutôt sympa. Et puis la Cura, c'est quand même montré, hein, surtout avec Blomqvist, je dirais, la numéro 60. C'était sympa, elle termine 4e. Moi j'en veux un peu, allez, je le dis, même si ça n'a pas trop d'impact, je pense, sur la fin de course, mais à Van der Zandt, il a été beaucoup trop agressif. Qu'est-ce qu'il nous a fait là? Et début de course, il est agressif, il se prend un coup de snap en voulant aller chercher l'intérieur d'un vibreur. Alors, cela dit, ça a confirmé ce qu'on se disait la semaine dernière, il est compliqué ce circuit. Ouais, mais là je trouve que voilà, on a bien vu aussi ça m'a fait plaisir. Bon, il y a dans la rediffusion, comme d'hab,
Il y a le fameux Respect the Bumps, tout ça, machin. Ils en font tellement trop. Oui, ah bah oui. Non, mais c'est marrant. Après, ça fait Oh. partie du décorum. Les hein. 36 heures de Floride. Oui, non, mais ça fait partie du décorum parce que bon, un resurfaçage, c'est faisable. Hein. Si on voulait rendre ça lisse et faire un vrai billard, ça se Ah fait. non, mais on hein. veut pas. Oui, voilà, non, mais. Non, mais qui veut ça? Non, mais arrêtez, mais monsieur. ce que je veux dire, c'est qu'ils entretiennent ce mythe des boss. C'est cool, mais la réalisation était. Moi, j'ai bien aimé. Il y avait beaucoup de passages aussi en vue hélicoptère en fin de course. Là où les autres années, on était souvent avec les phares dans la tronche et on voyait moins. Et là, je trouve que c'était vraiment pas mal fait. Il y a eu aussi un plan à un moment, je sais pas si c'était au commentaire, mais il y a eu un plan, ou alors c'était que sur la diffusion US, mais où tu voyais le vibreur, enfin les vibreurs, début de course et mi-course, où tu vois toute la terre qui a été enlevée. Ça, c'était hyper intéressant. Ah bah ça c'était trop bien, et d'ailleurs j'ai un truc à faire, alors je voulais en parler après en GTD Pro mais c'est pas grave, j'en parle maintenant. Il y a eu un pass on the grass. Oui, monsieur. La Ferrari, non? Avec la Grello. Ah oui, ouais. Non, la Grello qui passe à l'extérieur face à la voiture 77 de Roxy. Ah oui, ça, il faudra que je t'en parle aussi. Tu dois être très content d'avoir Roxy et Rookie et toute la famille. J'ai arrêté de suivre, moi. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te dis ça. Et en fait, je crois que c'est Preining qui passe à l'extérieur, 2 roues dans le sable, à l'extérieur du virage 1, magnifique. Il a rendu hommage à la Grello, où je crois que Kevin Hess, c'est ça, était dans la Grello quand il a fait le pass on the grass. Au Nurb, voilà. Non mais moi je trouve que on a vraiment bien vu ce côté circuit technique et enfin c'était. C'est vrai. On se permet. Tu sais, des fois on fait des critiques sur la réal, sur un machin. Il y a des épreuves où parfois c'est critiqué. Là je trouvais que c'était vraiment plutôt bien fait, plutôt sympa. Je suis d'accord. Voilà. Moi je me suis régalé dans cette édition. Franchement, tu vois, même si tu mets, parce qu'on a compris assez rapidement hein, que les Porsche étaient coude à la portière et mode cruise comme dirait Romain Iannetta, mais quand même, j'ai bien aimé parce que tu te dis, on sait jamais, pourquoi pas dans le trafic. On a bien vu d'ailleurs hein, dans le trafic. Je pense que d'ailleurs c'est déjà Kevin Nestre, hein, il me semble, au début de course, qui tente de faire l'extérieur dans le virage. C'est quoi? C'est le 4 ou le 5, tu sais, le virage assez serré. Ouais. Là. Je crois que c'est le virage. Le Tom Christensen corner. Ouais, c'est ça. Non, bah juste après, le 7, okay. Le virage 7, pardon, l'épingle. Et ben en fait, il tente de passer à l'extérieur sur une GT. Eh ouais, mais il se fait écarter. Je crois que c'est Kevin Hess, vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas. Là, c'est un peu trop abusé, quoi. La gestion du trafic, il faut quand même respecter. Il y a respect de bumps et respect de GTs, quoi. Ah bah plus de 50 voitures sur un tracé avec de la terre après le vibreur, mais c'est génial. Tu vois, ils ont défiguré Daytona, enfin le bus stop qui avait un peu ce côté-là. Ils ont défiguré cette partie-là. Ouais. Là, Sebring, heureusement que la NASCAR roule pas, c'est tant mieux quoi. Enfin, ils vont nous préserver Sebring. Non mais Daytona, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est pour la NASCAR, c'est vrai, t'as raison. Pour pas mettre de terre. Ouais. Il y a eu un crash il y a quelques années où une voiture est sortie et s'est retournée. Il y en a pas eu qu'un seul. Oui, non mais a commencé à faire des toupies, enfin des toupies, des tonneaux en venant chanter la terre justement parce que bah oui c'est pas pareil quoi. Donc bon. Ouais, non, tout à fait. Bon, bah là, la NASCAR roule pas assez. Pardon, mais j'ai envie de faire cette transition parce que je sais que ça va te faire marrer. Mais doubler United dans l'MP2. Ah là là. Ah là là. Ça y est, c'est la renaissance, le Phoenix. Aïe aïe aïe. Bon, heureusement, c'est pas Paul Di Resta qui va, il est deux quand même. Qui a été dans la voiture. Oui, non, mais c'est pas la 22. Il était dans la voiture numéro 22, lui, Paul Di Resta. Il a fait un petit peu de hors-piste aussi, tu vois, ça fait le lien avec ce que tu disais. Il est allé à l'extérieur aussi. Son équipier, je crois, a récupéré une banderole. C'était vraiment magnifique. Très beau, ça. Et ben, c'est vrai que doubler Porsche Penske en GTP, doubler United Autosport en MP2, je vais aller plus loin. Doubler Porsche en GTD Pro. Ouais. Et en GTD, c'était quand même bien parti pour avoir une victoire Ferrari et peut-être même un doublé. Bon, ça l'a pas fait. J'ai eu l'impression effectivement qu'United Autosport était finalement un petit peu plus en forme. Je les ai pas vraiment attendus, j'allais dire, parce que la numéro 2, mais elle était dernière de la catégorie pendant je sais pas, plusieurs heures hein, au début de course, et puis après elle est remontée un petit peu, mais je ne sais pas d'où ils reviennent. Je ne comprends. Du diable Vauvert peut-être. Bah écoute, moi je les ai pas vus, donc j'ai pas regardé le P2. Mais oh là là, tu t'intéresses ni au P3 ni au P2, non mais là ça va plus là. Non, mais tu vas devoir t'intéresser au P2 avec le LMS qui va revenir, on va faire un numéro spécial bien pour sûr. présenter. Non mais quand c'est la top catégorie, je m'y intéresse, mais. Ah d'accord. Là, j'ai plus la stat, mais j'ai vu passer comme quoi United avait déjà gagné, enfin Di Resta avait déjà gagné en catégorie à Sebring. Oui, je crois, effectivement, il me semble. Alors je saurais plus te dire l'année, mais je crois bien. Non mais par contre, blague à part, je pense que c'est hyper important. Un doublé United, ça fait tellement longtemps
Oui. Je pense que ça peut leur... C'est le premier en IMSA. Ouais. Ça peut les lancer vraiment Déjà. bien, hein. Enfin, les orienter bien pour cette saison, et même rejaillir sur tous les points. Enfin, je sais pas, mais c'était un peu la dynamique qu'on attendait. Ouais, voilà, c'est la dynamique qui manquait quand même depuis un paquet de temps pour eux. Je sais même pas comment ils ont réussi. Ils ont profité des dernières interruptions, neutralisation. Mais tu vois, comment AO Racing peut perdre la course? Pour moi, ils étaient en mode cruise control. Il y avait 1 minute d'avance à un moment donné pour PJ Hayet face à ses adversaires. 1 minute. Non, mais c'est... Ce qui veut dire que quand tu as le clean air et quand tu as la voiture, si tu veux, bien réglée et le pilote qui se sent bien, ça fonctionne, quoi. J'avoue que là, j'ai pas suivi non plus la dégringolade, entre guillemets, hein, de AO Racing, bloqué ensuite, j'imagine, dans le trafic et bloqué avec les adversaires. Il termine juste derrière l'équipe CrowdStrike qui avait gagné à Daytona et qui termine 5e donc, de cette course. Mais voilà, moi je dis bravo aussi à un autre Français, tiens, parce qu'on a cité donc Julian Lower et Kevin Estre, qui terminent premier et deuxième quand même. Il y en avait 2 engagés en GTP, ils sont tous les 2 sur le podium. Et ben on va citer Tristan Vautier, qui avec John Farano, qui nous a fait des têtes à queue, des sorties de piste. Ouais, grosse prestation. Il se fait 3 sorties, je crois. Grosse, 2 ou 3 grosse sorties. prestation de Farano, beaucoup, spectaculaire, très très bien. Très spectaculaire. Et bah Tristan Vautier et Sébastien Alvarez avec John Farano réussissent à monter sur le podium. Donc Tristan Vautier qui remplaçait Sébastien Bourdet et qui va le remplacer d'ailleurs sur cette saison 2026 a réussi à monter sur le podium. Voilà, je voulais souligner la belle perf de Tristan qu'on retrouvera en ELMS. Par contre, je suis déçu de ce qui s'est passé pour Inter-Europol. Hein. Non, alors oui, Charles Milesi, non, je peux pas être déçu parce qu'il découvre l'épreuve. Cette équipe TDS Racing, ils n'ont pas eu beaucoup de réussite non plus, 7e. Ça a été un peu compliqué avec David Ennemer Hanson, qui nous a fait une petite connerie. Ouais. Je sais que tu l'aimes bien, mais... Ouais, bon, oui, ça arrive, voilà, il fait comme John Farano, il se met au niveau, quoi. Il se met au diapason, comme on dit. Non, j'étais déçu pour la 43. Celle de Tom Dillman. Jeremy Clark nous a fait n'importe quoi, hein, je crois qu'on peut le dire. Ça a été compliqué, donc bon, voilà, ça a pas souri. Ça a pas souri, il termine dernier de la catégorie à plus de 30 tours, donc bon, une course à oublier. C'est dommage parce que je pense qu'ils étaient bien partis pour faire une bonne perf, et puis finalement, bon, voilà. C'est United qui a tiré les marrons du feu, donc victoire de Mikkel Jensen, hein, qui, on le sait, sera chez McLaren United l'année prochaine, en WEC. 3e victoire aux 12 heures de Sebring en 7 participations. Pas mal quand même pour Mikkel Jensen. Et à chaque fois sur le podium, je crois. Et à chaque fois sur le podium, ouais, je crois que tu as raison. Il avait gagné avec TDS, si je dis pas de bêtises, en 2022. Je dis peut-être une bêtise. Ouais. En tout cas, il a gagné en 2022, ça c'est sûr. Mais c'était peut-être pas avec TDS. En tout cas, c'est un pilote qui vraiment est au rendez-vous, est vraiment très solide, et je pense que c'est une bonne recrue pour l'équipe McLaren. Il y a de la régularité, il y a de la... Non, mais carrément. Mais ouais, très, très bon point, je pense, pour United. Et oui, effectivement, ça change un peu de pas voir, comme tu disais. Donc bon, CrowdStrike qui avait gagné... C'est avec Pierre-Juan Mathiasen. Pardon, pardon. C'est avec Pierre-Juan Mathiasen que Jensen avait gagné en 2022. Ouais, on retrouve pas CrowdStrike sur la première marche, on retrouve pas, on a moins vu AO Racing aussi. Et puis comme tu l'as dit, Inter-Europol, donc ouais, ça change un peu. Course un peu anonyme de mon petit favori, la 37, Intersport Racing, le retour de Field. Bon, je l'ai vu, la déco était pas folle non plus. Je pensais qu'ils allaient faire vraiment un truc un peu évocateur, tu vois. Parce que Intersport Racing, enfin pour nous, pardon, mais les quarantenaires, bientôt quarantenaires, Anthony. Intersport Racing, ça évoque des trucs quand même. Enfin, tu vois, c'est clair. Les années 2000 en ALMS, etc. Il y avait quand même des E et là. Attends, mais ça faisait quoi? Ça faisait 15 ans qu'il avait pas roulé je crois que c'est ça. Faut que je creuse parce que ça me donne une belle idée d'article. Ça va t'intéresser. Ouais, bon, c'est des trucs un peu deep comme ça. Mais oui, je pense. Non, que mais ça en tout cas, Intersport, ouais. Moi, j'ai été un peu déçu de tout de suite sa petite cagade, quoi. Il a endommagé l'avant de sa voiture assez rapidement. Du coup, il perd un peu de temps au stand. C'est pas là-dessus que ça se joue parce que c'est une course qui est quand même relativement longue. C'est pas dans la première heure que ça se joue. Il y a tellement de neutralisations qui peuvent arriver. Mais bon, ouais, ils étaient un peu anonymes. Ils terminent à 4 tours. C'est course ratée. La dernière participation, si je me fie aux statistiques du site officiel, hein, je les ai sous les yeux. 4 heures du Mans. Attention. Dernière participation d'Intersport Racing, c'est 2006. J'avais complètement. C'est loin, hein. Avec une petite Lola. Oui, mais avec une Lola, l'équipage, bon. Duncan Dayton, Clintfield et Lisa Hallyday. Ah voilà, j'allais te dire, il y a Lisa Hallyday dans le coup. Je suis content, j'ai une bonne mémoire, c'est bon. Il y a eu à boire et à manger dans les équipages, hein, parce que je vois si je regarde les éditions précédentes, il y a du Gregor Fisken,
du Sam Hancock, Oh. du Bastien Brière, du Juan Barazzi. Ça, c'est le. Tu sais Ouais, bon. qu'à l'époque, je connaissais pas, hein, moi, Fisken. Je le Ah, connaissais en et tant que Grégor, pilote, ouais. mais je savais pas ce qu'il faisait à côté. Ouais, il a un petit Ah, c'est business un énorme. peu florissant, ouais. Euh, Ouais, à peine. du Rick Sutherland, waouh, Larry Connor, ok. Bon, Ah oui, on est bien. William Binney, Là, on est ah, dans il y a les du pilotes. William Binney, ça c'est du Binney Motorsports. Ouais, là c'est de la connaissance, là c'est de la connaissance fine, hein. Franchement, là, faudrait qu'on fasse là, un jour une top. J'aimerais c'est un bien petit qu'on fasse bonbon. une top question dont la réponse est William Binney, quoi. Parce que celui-là, Allez, vas-y. ça arrivera. On essaye. Ouais, je vous la ferai. On vous dit pas quand, mais on essaye. Ah ouais. William Binney. On se le note, hein, parce qu'on va oublier sinon. Mais ouais, la petite réponse William Binney, moi ça me plaît Parce bien que aussi. Bon, il y en a un qui a essayé de biner, et donc de creuser dans ses retranchements. C'est tout simplement l'équipage de l'équipe Mante. Première victoire en IMSA pour la Grelo. Mm. Incroyable. Franchement, ils arrivent faire une saison en GTD Pro face à tous les spécialistes de l'IMSA. On sait à quel point l'équipe d'Olaf Mante est solide, hein, évidemment. Je trouve vraiment que c'est plus qu'encourageant. Ils ne fêtent pas leur 30e saison, non, c'est peut-être leur 31e. En tout cas, Oui, il y a un anniversaire, je crois. vraiment, il y a eu un anniversaire. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou cette année, mais en tout cas, ils ont été créés à peu près dans les années 95-96. Hein, l'équipe a été créée, pardon. Oui, voilà, parce que ouais, c'était après que Mantes soit champion Cup Allemagne. Oui, tout à fait. Ouais, je sais plus. Et après, il a créé son équipe. Ouais. Oui, bah, Alors, ils ont été créés il y a 30 ans. On peut dire, oui, Thomas Spreening, quasiment. 27 ans. 27 ans, victorieux, l'Autrichien. Donc, Klaus Barler, toujours très solide aussi. 3e victoire consécutive, hein, aux 12 heures de Sebring, mine de rien. C'est pas mal. Pour sa 4e participation à l'épreuve. On est quand même sur du bon client. Ricardo Feller, première course remportée avec Mante. ok. C'est seulement, je crois, la 6e course avec Porsche, hein, pour Ricardo Feller. Donc voilà, il s'est bien adapté. Ils ont été solides. Je m'attendais à ce que Porsche soit au rendez-vous, Ouais. mais je ne m'attendais pas que ça soit à ce point. Parce que là, ils ont quand même vraiment dominé, hein. AO Racing, ils terminent vraiment à 1-rien, à 1 seconde 4. Mais ça s'est joué au dépassement, là, pour le coup, de Pass on the Grass pour dépasser la 77. Et puis après, ils ont déroulé. Je m'attendais aussi à avoir les Corvettes. C'est ce que Regarde, on j'allais s'est te pas dire. trop trompé. Ouais, j'allais te dire, Corvettes 3 et les 4. Corvettes, on les avait call et elles sont. Franchement, le résultat, il est quand même. Ouais, ça aurait pu être dans l'autre sens. Il y en a une qui a été pulvérisée, c'est quoi? C'est la 81. Ah oui. Non, mais ça, c'est en Ouais, GTD. ouais. Ça. Non, mais moi, tu sais, je crois que j'avais dit que je m'attendais à un raz-de-marée Corvette, peut-être dans les 2 catégories, etc. Mais là, ouais, 3-4, Oui. effectivement. Bah, Bah, toi, t'avais dit les Allemandes, donc BM ou Porsche, et Chevrolet. Ah oui, Bon, c'était là, ça. on est bien. Ouais. Hein. Bon, je suis pas trop mal. C'est marrant de voir effectivement la Grelo qui gagne un week-end où il y a une manche NLS. Je fais une mini Ah oui. digression, mais remportée par un pilote de F1, mais finalement non. Voilà, c'est ça. Et finalement, pas trop. Parce que bon, Max Verstappen a dommage. gagné c'était quoi? C'est NLS 3 2, 3 je crois. Non, c'est la 2e. Non, mais par contre, moi, ce qui m'embête un peu, alors je suis d'accord que pour les journaux, c'est super que Max Verstappen gagne, etc. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on oublie juste qu'il est avec Jules Gounon et avec Danny Juncadella, si tu veux. Donc, ça peut que gagner. Je veux dire, Jules, le dépassement qu'il nous fait à un moment donné, dans l'espèce de stadium, là au début, je sais pas si on appelle ça le stadium, mais la première partie du circuit. C'est Hockenheim, ça? Non, si, c'est le stadium, je crois aussi. Aussi, ouais, je crois, bon, d'accord. Hockenheim, le Mercedes ça, je connais, Arena, à une mais, époque, ça s'appelait. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est incroyable. Ah bah, c'était vraiment la Mercedes Arena. Il a pris tout l'extérieur, le triple gauche, il le prend à l'extérieur et bim, il se trouve à l'inter. Magnifique. Voilà, Jules Gounon, bravo. Félicitations, Jules. Préparez-vous, voilà, comme à chaque fois. Je vous donne un petit tips. Préparez-vous aux 24 heures du Nürburgring. Alors, je sais plus quand est la date, ça doit être en mai, juin, je sais plus. C'est en mai. Ouais, c'est en mai, c'est diffusé sur Automoto la chaîne. On n'a pas arrêté d'en parler. On a dit qu'il y avait Max Verstappen et Adrien Pavio au volant. Eh ben, voilà, préparez-vous, 2 pilotes qui nous intéressent. Préparez-vous à avoir un afflux de vidéos, parce que ça a déjà commencé ce week-end, à avoir un afflux de vidéos dans vos shorts sur YouTube, si vous consommez un peu de YouTube Short, avec des phases de course genre juste normales, mais en commentaire genre on voit que Max Verstappen il est quand même au-dessus du lot. Non, là c'est juste l'enchaînement normal. Enfin, moi j'ai vu une phase où il était en chasse sur l'audit de tête. Alors je sais plus où on est. Flugplatz, et puis ensuite je sais plus où on est. On est avant Flugplatz, on est sur le. Il y a un très bel enchaînement droite-gauche là, tu sais, quand tu rentres vraiment sur un Nordschleife, mais bien avant Flugplatz quand même. Où juste. Oui, bah il est sur la trage qui correspond à la Mercedes, je pense, qui doit avoir un réglage largement différent d'une Audi R8 qui a 25 ans, quoi. Et juste les commentaires, c'est mais on voit qu'il est au-dessus, il est avion, il est 100 fois meilleur.
Bon, alors, il y a des phases où il va être meilleur, mais juste, c'est pas parce qu'il y a une image de Max Verstappen dans une GT3 qu'il est meilleur. Enfin, calmez-vous, quoi. Il est aussi, Non, mais c'est aussi un c'est-à-dire être humain, en alors, fait. Hein. je vais te dire, je pense quand même que c'est un excellent Ah, mais pilote. évidemment, C'est évidemment. vraiment un cador. Mais là, attention, Ah, là. ça gagne en NLS. Je suis pas en train de minimiser la performance de Christopher Haase et etc. parce que ce sont d'excellents pilotes. Mais aux 24 heures du Nurb, là, t'as des Sheldon Van der Linde, t'as des Kelvin Van der Linde, t'as tous ceux qui sont en IMSA qui étaient pas là. T'as du Kevin S, je l'espère, qui sera là aussi cette année. Enfin, non, là, ça va plus rigoler. Et puis là, il y a la gestion du trafic encore plus importante. Tu vas arriver sur la Dacia ou je sais pas laquelle, ou la Non, Twingo, ou je sais c'est ce plus que j'allais dire. ce Il qui y est a un engagé moment, cette les année. 24 heures du Nurb, alors, tiens, je vais sortir un article. Je sais pas si vous pourrez le lire Ah, en temps. Ouais, je sais pas. Je suis en train de cook un truc assez important cette année. Mais j'ai un truc en stock sur le Nurba. Ça prend une direction complètement improbable. Hein. Vous avez dû voir aussi la M4 Break. oui, tout à fait. Dans la grande lignée des 806 et des Ouais. Volvo Ah bah non, mais au Nürburgring, ils ont eu 40. pire. Hein. Au Nürburgring, il y a eu de la Volvo Break, il y a eu de la XM Break aussi. Oh, Ouais, il y a eu des caisses vraiment crado. Je sais pas trop dans quelle direction ils vont les 24 heures du Nürburgring. J'avoue que ils me perdent un peu quand même parce que ils ont refusé une Twingo qui était. Enfin, bah déjà, ces phrases sont improbables. Ils ont refusé une Twingo. En fait, apparemment, ils veulent arrêter d'avoir des poubelles comme les Logan, mais ils acceptent des projets. Bah, le truc, il est backé par BM, hein, la BM Break, évidemment. C'est pour promouvoir le fait ouais. qu'il y a une M3 Touring. Moi, j'adore, c'est ma caisse ultime. Une M3 Touring, c'est ce que je préférerais avoir. Mais les 24 heures du Nürburgring, ça prend une direction un peu chelou. Bref. Ouais, c'est vrai, mais bon, on suivra quand Ah, même. Et puis, évidemment. je pense que Max Verstappen sera aux avant-postes. Mais c'est une course d'endurance. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure avec Felipe Nasser, lui, je pense pas qu'il est trop le boulard. Euh, Max Verstappen, mais bon, c'est un quadruple champion du monde, donc on va lui faire forcément la haie d'honneur. Attention, on a aussi des Ouais, je clients pense que en c'est ça. Il va vivre endurance. de bons moments à 3 heures du mat, à Schwanz-Ben-Schwanz, à faire coude à la portière avec des Audi, ou avec justement une vieille Mini ou une Golf GTI. Je pense qu'il va vivre de grands moments, mais je pense qu'il est préparé de ouf. Hein. Enfin, il va sans doute briller. Bien Il va sans sûr. doute briller, ouais, c'est sûr. Ah, je pense aussi. Mais bon, il n'est pas venu avec Pimpin du Ah non, Schmoll et ah non. machin. Il vient avec Gounon, avec, avec Juncadella. Et qui c'est le troisième? Je sais même Et plus. en plus, Avec qui? ouais, j'ai mangé le. C'est pas Aze, Mais c'est. bon, Ouais, je sais plus. Mais en plus, je pense qu'il est. Ce qui est marrant, c'est que. Il faut qu'on arrête la digression après. Mais ce qui est drôle, c'est oui. que. Je pense qu'il a un comportement. Là, c'est purement supputation de ma part, mais je pense qu'il a un comportement qui est à l'opposé de ce que pensent pas mal de fans. C'est-à-dire que. Tu vois, là, il y a vraiment ce côté. Mais il est au-dessus, de toute façon, c'est lui qui porte le truc. Comme tu dis, anonymisation totale de Jules Gounon et de ses équipiers, etc. Alors que je pense que Verstappen, en bagnole, il prend beaucoup de retours techniques et de conseils, notamment de Jules Gounon. Je pense que c'est un C'est vrai sûr. bosseur appliqué et que c'est pas le gars qui va tirer la couverture à lui. En fait, elle va forcément arriver à lui parce que Max Verstappen. Ben oui. Mais je pense qu'il est dans le boulot. J'imagine un gars qui est vraiment. Je sais pas s'il est plaisant, si c'est plaisant de travailler avec lui, mais en tout cas, je pense que c'est un bosseur et c'est pas du tout un mec qui se pointe avec son boulard et dire je vais vous montrer comment on gagne une course, quoi. Donc c'est marrant. C'est C'est exactement marrant. ça. Et je pense que c'est un vrai bosseur. Et puis, il a beaucoup de tours aussi sur le NURB virtuel. Donc, Ça déconne. non, franchement, ça va être sympa. Mais voilà, moi, j'ai hâte de voir. Tu vois, comme on est dans le GTD Pro, c'est une digression, oui, mais GTD Pro à Sebring. Voilà, on voit plein de pilotes qui seront justement Ah, au bien sûr. NURB. Et voilà, et tous ces spécialistes. Moi, je me suis régalé en GTD Pro. Alors, j'ai été un peu déçu de voir que Porsche était quand même un cran au-dessus, mais il y a eu quand même de la baston. À un moment donné, la McLaren était au-dessus, enfin au-dessus, était aux avant-postes, mais bon, c'était que de la poudre aux yeux parce que c'était sur de la stratégie. Ils avaient peut-être un peu plus donné que la BM. Je m'attendais à voir un peu plus haut la BMW. Voilà, je Ouais, le c'est vrai. dis, celle de Paul Miller Racing. Voilà. Mais ça va, hein. Attends, elle termine cinquième, c'est pas non plus catastrophique, hein. J'étais Bon, dès tout court. par contre, Ah, pardon. attends. La Temerario, un petit mot quand même, vite fait, le début de la Lamborghini. Bon, voilà. Voilà. Hein, on a dit un petit mot. Voilà, merci. Non, si, j'ai quand même une histoire drôle à vous Ouais. raconter. Non, c'est pas une Ah, histoire drôle, nouvelle mais rubrique. euh,
Histoire drôle, top histoire drôle. Non, l'équipe Winward, tu sais, qui a engagé Max Verstappen, bon ok, la journée a pas été bonne, hein, pour eux parce qu'ils ont perdu la victoire au NLS. En GTD Pro, la voiture était complètement garée. Et à un moment donné, on était en caméra embarquée avec, je crois que c'était Jonathan Hart, et le gars était dans les coulisses, quoi. C'était Ah oui, notre, oui, notre je l'ai vu, reporter oui, bien spécial. sûr. Oh là là. Ah, c'était incroyable. Il nous a fait une top digression, mais en course, lui. C'était magnifique. Franchement, j'ai kiffé. Donc voilà, je voulais saluer le travail de Jonathan Hart. On parlera des acteurs hollywoodiens tout à l'heure. Moi, je trouve que c'était un très bon caméraman ce Mais c'est week-end. marrant parce que Voilà. ouais, les circuits américains, si vous avez pas vu ça, c'est que vu qu'il y a des murets de stand, des vrais murets au sens, enfin pas le muret où les ingénieurs sont placés, mais c'est-à-dire que les mécaniciens sautent d'un petit muret pour intervenir sur la voiture. Ça se fait sur Ouais. plein de circuits américains, même quasiment l'intégralité, enfin en tout cas qui me viennent en tête comme ça. C'est pareil, on en parlait l'autre jour de Lime Rock par exemple, voilà. Enfin, il y a plein de circuits comme ça. Et du coup, quand tu dois faire une intervention sur la voiture mécanique, vraiment, bah, tu es obligé de sortir de cette voie des stands et de rentrer à l'intérieur du paddock. Et il se trouve qu'à Sebring, j'imagine que la zone de travail, elle était un peu lointaine. Donc à Ah Daytona, non, c'est mais comme là, ça aussi. non, mais là, je pense. Ouais. Non, mais c'est gouré. Parce que Oui, Daytona, c'est c'est ça. loin, mais quand Non, même. Mais là, Daytona, c'est pas loin. Daytona, mais là c'est je pense juste qu'il derrière. Mais Sebring, là, Sebring, il s'est planté. Il a pris Ouais, le c'est ça, pont, il a pris le pont carrément. alors que t'es pas censé le prendre, ouais. Enfin, je crois pas Non, quand même. non, non. Avec une voiture. À Sebring, T'avais les golf carts et ah, tout qui ouais, étaient. ouais. À Sebring, la zone, en fait, elle est assez facile d'accès parce que je pense qu'elle est au niveau de l'ancien paddock quand il y avait le WEC. Donc en fait, elle est dans la ligne Ouais, droite voilà. du retour. Donc, mais sauf que pour y aller, c'est pas vraiment ligne droite. Il y a des jeux où tu peux Ah, tu peux si c'est pas dans le premier Assetto Corsa ou dans ouais, Automobilista ou des d'accord. trucs comme ça, tu peux te balader. Mais c'est un labyrinthe. Ouais. Sebring, c'est un labyrinthe. Ah, c'était magnifique. Voilà, je voulais souligner ça. Et puis, je voulais souligner aussi qu'il y a eu pas mal d'avertissements. Alors, ils sont pas allés jusqu'à des pénalités, je crois. Tu sais, sur les control parameters, je sais pas quoi, les infos que les voitures de GT renvoient pour cette fameuse équilibrage de performance, hein, justement, aux officiels. Et donc, il y a eu plusieurs avertissements, notamment chez Aston Martin. Et j'ai été assez surpris. Donc, que ce soit pour la Valkyrie ou pour les Aston en GTD Pro et GTD. Et Aston, bah, je voulais en parler parce qu'ils terminent à un rien de s'imposer. Alors eux, par contre, je les avais pas vus. Je crois de souvenir la semaine dernière que j'avais dit non, mais les Aston, bon, comptons pas dessus à Sebring. Non, non, bah non. Pole position, ils sont deux. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Ça partait de la pole en plus. En Mais fait, ouais. ouais, on a peut-être Et sous-estimé, la 27 avec Zachary Robichon qui est adorable, mais qui est pas forcément le gars le plus en vue, peut-être. Donc ah, alors bah, je trouve qu'il est très. Franchement, l'équipage là, Gamble, Barrichello, Robichon, c'est du surtout que solide, lui, hein. il a roulé dans à peu près tout ce qui se fait, non, Robichon pour un gentleman. J'ai le souvenir de le voir en Alors Porsche, non? c'est un gentleman, oui et non. Oui, oui, il a roulé en Porsche, il a roulé ouais, dans d'autres. Je crois même. Ah, je suis pas sûr, mais peut-être même en Ouais, ouais. Ferrari. Euh, et Zach, ah non, je sais pas si c'est un pilote bronze. Je peux pas te laisser dire ça. C'est un pilote, peut-être oui, censé être moins expérimenté, mais il va Non, vite, mais hein, quand il a même. il est pilote pro ou c'est enfin, où il a un... Non, ah non, non, il est pas Ah, il a pilote un taf pro, à côté, on est mais d'accord. non, faut Ouais. pas. Là, faut pas exagérer. Là, tu l'as fait passer de pilote bronze à pilote pro. Non, mais Non, mais moi, j'ai pas regardé ses datas détaillées. Ce que je me souviens, c'est qu'il a un sacré coup de volant et que oui, tout à fait. Ah bah ça, en c'est bon. ELMS à une époque notamment, enfin, ouais, ça faisait partie des. Il était dans l'équipe En Porsche quand il y avait fait, Fassbender aussi au moment, je crois. Ouais. exactement. Exactement. J'arrive pas trop à comprendre comment équilibrer la performance en GTD. Je parle pas sur les voitures, mais sur les équipages, parce que Robichon et Barrichello, ils sont pilotes Mm. silver. Gamble, il doit être quoi? Il est pilote Ah bah oui. gold. Ça, t'as un équipage comme ça face à un équipage où t'as un pilote bronze, un pilote silver et un pilote gold. Ouais, bon, je me dis, ils sont pas tous C'est avec les mêmes armes quand compliqué, même en ouais, c'est GTD. Mais bon. compliqué à lire quand tu vois aussi que t'as du Focaux sur la voiture qui gagne. Oh là là. Ah ça c'est Ouais. magnifique, magnifique. Et je disais Marseillaise, bravo Lilou Wadou. Il y avait 2 femmes engagées, il y avait 9 Français puisque Charles Milési a remplacé au dernier moment Mathias Bech. Et ben, ça on l'avait pas la semaine dernière parce que ça a été annoncé après notre épisode. Et Lilou Wadou s'impose après, elle a remporté quoi? Elle a remporté de Petit Le Ouais, Mans l'année c'est ça, dernière, ouais. c'est ça? Ah, c'est magnifique. Je suis tellement content pour elle. Et pourtant, ils ont tout fait pour la perdre, hein, celle-là, hein. Chez AF Ouais, c'est Corset. vrai. Ils ont eu 3 pénalités, ils ont eu des accrochages. Et ben bravo, mais je pense que l'apport d'Antonio Foucault aussi avec Simon Mann et Lilou Wadou a été vraiment important. Lilou, on sait qu'elle est
exceptionnel sur la gestion, sur le respect. Tu sais, c'est un métronome, Ouais. quoi. Franchement. Et je pense qu'on néglige ça. Mais en endurance, c'est une telle force. Elle est capable de respecter à la lettre les consignes, mais pas de course, mais les consignes de rythme à respecter. Et Lilou, elle est vraiment, vraiment solide. Et Antonio Foucault, bon, bah, c'est pas une surprise, hein, c'est lui qui a été le meilleur dans cette catégorie. C'est un pilote qui roule en WEC, en Bah, vainqueur hypercar. du Mans, Il est ouais. venu là et. Bah ouais, non, voilà, mais c'était normal, mais c'est même un petit cheat code, j'allais dire, pour F Clairement. Corset, mais tant mieux, ils en ont profité et c'est parfait, mais c'était pas facile, hein. Il a dû s'employer et remonter, mais il s'attendait peut-être pas quand même à ce que la course soit si chaotique, mais finalement, voilà, dans le dernier tour, il a réussi là aussi à trouver l'ouverture et il double l'Aston et il s'envole vers la victoire, enfin il s'envole. Il a 7 dixièmes d'avance. Ça m'a rappelé un petit peu l'arrivée, tu sais, de 2007 ou 2009. Alors là, vous me pardonnerez, mais c'est de Waouh. mémoire. Avec Du Fine Lizard ou Melo, du. Ah tu non, sais, oui. Raime Melo dans la Oui, Ferrari. oui, oui, oui. Ah, c'était magnifique. Mais Magnifique c'est ça. pas avec une. C'est pas avec une Porsche Flying Lizard que ça se tabasse. Non, ça c'est l'arrivée de la Corvette C'était, à si, Laguna tout Seca à aussi. fait. Ouais. Ouais. Non, non, t'as raison. C'était avec Bergmeister, je Mm. crois. Raime Melo, ça devait être en 2007. Ah, on mettra Ah, on mettra le purée. lien. On mettra le lien Ah. en commentaire. Ouais, c'est beau ça. Non, mais oui, bah écoute, Ah bah ouais, oui. le GTD, j'ai pas grand chose à sortir. Juste. Non, ah ouais, t'as pas. Non, mais D'accord. je veux pas une analyse folle. Juste, je trouve ça bien, effectivement. Il y a eu tout, comme tu dis, sur cette 21 avec du car control de Simon Mann en début d'épreuve où il a failli la paumer aussi dans le dernier Ouf. virage. Ah ouais, ça c'est clair. Foucault, voilà. Et puis aussi, non, mais je glisse mon petit mot sur Lilou Wadou aussi. Comme tu dis, de ce que je peux connaître d'elle et de ce que j'ai pu observer d'elle et pour l'avoir croisée un peu, ouais, voilà, ça, elle déroule et là, pour le coup, bah, c'était la combinaison qu'il fallait avoir. Comme tu dis, Foucault, bon, c'est le cheat code parce que. Ah, je trouve. Ouais, bon. Mais ils ont le droit, hein, donc. Alors, mais c'est ce que j'allais dire. Attends, je vais quand même regarder parce que il y en a pas beaucoup, hein, des pilotes Platinum en catégorie GTD. Je crois qu'ils sont 3. Il doit y avoir Albert Costa, Foucault et Callum Ilott. Et ben, mine de rien, Albert Costa, avant de se faire sortir comme un malpropre par la Cadillac, je suis pas content, hein. La Cadillac numéro 31, pas content. Il déboîte en dégommant la voiture numéro 34 de l'équipe Conquest Racing. Et donc, du coup, bah, la course se termine, on va dire là, de ses espoirs. La voiture numéro 34. Mais sinon, ça faisait un bon résultat, hein, pour l'équipe Conquest avec Lorenzo Patrese, Costa et Manifranco. Je pense même que ça faisait peut-être podium. Mais en tout cas, tu vois, c'est pas un hasard. Les 3 pilotes Platinum sont 1, 3, et malgré le contact, l'arrêt au stand, la perte de temps, machin, 7. Donc tu vois, c'est là où je me dis, bon, est-ce que c'est normal d'autoriser des pilotes Platinum? J'en sais rien. Je pose la Les question. Américains font leur règlement, ça donne du spectacle en tout cas. Tant Ouais, il y a mieux. du spectacle. Mais moi j'ai bien aimé la catégorie GTD. Je m'attendais plus à voir Porsche aussi. Enfin, ils étaient là, hein, d'ailleurs avant d'avoir un petit souci. Monte First Ouais. Form, là, la voiture numéro Ouais. 912. Ils ont eu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été pas disqualifiés, mais ils n'ont pas respecté le temps de roulage suffisant pour Ricardo Pera de 22 minutes. Et donc elle a été replacée à l'arrière du field, Ok. comme on dit. C'est Bon, des je erreurs, sais pas. ouais, Ouais. c'est comme le non-respect du nombre de trains de pneus en NLS, quoi. Enfin, c'est quand même. Non, mais surtout que c'est débile. Parce que nombre de trains de pneus, tu peux te dire, allez, ça a un petit Ah bah ouais, impact quand quand même, ouais. même sur la mise en chauffe, etc. Là, que Ricardo Pera roule moins, bah, en fait, c'est Ryan Hardwick qui a roulé plus. Donc, le pilote bronze a roulé plus. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Enfin, Ah oui, mais il y a des règles. je comprends On en pas. revient au début du podcast. Il y a des règles, il faut Oui, les c'est vrai. respecter, monsieur. Voilà, faut respecter les règles, monsieur. Mais moi, je suis un petit peu le Felipe Oh, Nasser de t'es la un règle. foufou, toi. En tout cas, bravo, parce que franchement, c'est une belle victoire pour Ferrari. Je suis pas mécontent parce que j'avais dit que ça serait bien qu'elle gagne cette 21. Et ben elle Ouais. gagne. 3 pénalités quand même de surmonter pour s'imposer. Lilou Wadou, donc 24 ans, première victoire à T'es avec Sebring. le 24 Et ans, c'est la ça. première féminine à gagner. Ouais, tu vois, elle est jeune. Oh là là, ça nous rajeunit pas, nous, justement. Première féminine à gagner depuis Christine Nielsen en Oh, 2016 beau, ok, pas mal. Bonne stat. aux 2 heures de Sebring, tu vois. Donc, voilà, j'essaye. On fera peut-être un épisode sur l'histoire des femmes en compétition, je sais pas. Bon, ça je t'en ai pas parlé, mais j'ai ça en tête depuis un petit moment. Vous nous dites si ça vous plaît. Et on peut peut-être même avoir une invitée, pourquoi pas, Ouais, c'est ce pour que cet j'allais épisode dire. spécial. Ouais, c'est un peu trop. Je sais pas. Ah, on Non? va Bon. réfléchir. Bah, on pense à une pilote belge, On hein, va réfléchir. pour inviter.
Bon, d'accord. Allez, réfléchissons. Réfléchissons, mais on va œuvrer. Bon, ben voilà, en tout cas, belle victoire Ferrari, belle lutte d'Aston Martin aussi, qui était au rendez-vous. Et puis, ben, on va dire que la Mercedes de chez Winward a pas non plus été en réussite, parce que voilà, il y a eu le contact avec la Ferrari de chez Triarci. Et donc, bah, la course s'est arrêtée assez rapidement. Sinon, je pense que la Mercedes était au rendez-vous hein, face à Ferrari et Porsche. Normalement, voilà, ça devait le faire. Mais c'est ça, c'est la course. Et donc, et ben, c'est comme ça que Ferrari s'impose en GTD. Je crois qu'on a essayé d'être C'est complet. pas mal, c'est pas mal. Bon, d'accord. Tu veux pas qu'on reparle un petit peu de Felipe Nasser? Non, c'est bon, ça m'a assez énervé. Non? D'accord, très bien. Bon, quelle est ton actu alors? Quel est mon actu l'article que j'avais promis la semaine dernière sur l'Audi R10 et son succès à Sebring en 2006 sera dans le Auto Hebdo cette semaine. Voilà. Parce que au moment où on enregistre, il n'est pas encore sorti. Alors si ça se trouve, je vais rajouter une note hein, comme quoi ils l'ont pas pris. Mais normalement ils le prennent. Donc ça sera dans le numéro de... Ouais, voilà. Ça sera dans le numéro de cette semaine. Le reste de l'actu, non, j'ai pas. Je travaille sur des trucs, comme je disais. Faudrait que je m'engage, faudrait que je dise enregistrer un engagement, comme ça je pourrais vous sortir un truc. Je vais sortir un truc. Il y a un projet qui va sortir de terre la semaine du Mans Classique. C'est dans longtemps. Ah. C'est au mois de juillet. Non, début juillet. Début juillet. Bien, tu fais le teasing. Début juillet, il y a un truc normalement assez fat qui va vous plaire que je sors. Voilà. Bien. Bon bah j'ai hâte. Écoute, franchement, ça va être bien sympa. Et puis bah on verra bien. J'arrive toujours à m'en sortir dans cette rubrique. C'est quoi ton actu? À sortir des trucs hyper lointains. Là, je te parle dans 4 mois, tu vois. Mais bon, je vois tu. Non dis mais rien, surtout que c'est ça passe. Non mais moi je dis rien, ça passe. Non mais surtout que c'est toi qui as eu l'idée de lancer cette rubrique C'est quoi ton actu? Alors on n'est plus dans la FAQ mais c'est pas grave. Et c'est vrai que j'avais pas pensé et je trouve qu'elle est très bien cette rubrique. Moi ça me permet de dire ce que je fais chaque semaine, c'est parfait. Bah, écoute, c'est plus pour toi. C'est vrai, mais bon. Tant mieux. Voilà, c'est ça. Oh, tu m'as fait une passe D, c'est bien. Je t'en fais quelques-unes, tu m'en fais, c'est parfait. Et ben moi, de mon côté, qu'est-ce qu'il y a comme actu? Non, ce week-end, je continue ma petite tournée, la tournée des popotes, la tournée des soirées de projection de films, l'ACO. La semaine dernière, j'étais à Poitiers, j'étais aussi à Angers. Cette semaine, là, au moment où l'épisode sort, je crois que je suis à Tours. Okay. Tu vois, donc je suis à la fois en train d'enregistrer et à la fois à Tours. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ce week-end, je serai à Biarritz et j'aurai l'occasion de retrouver Guillaume qui nous a fait un commentaire sur comment dire, l'espace commentaire YouTube. Hein. Merci d'ailleurs. Donc oui, on va se rencontrer à Biarritz avec grand plaisir. Voilà Guillaume, donc ça c'est une très belle nouvelle. Et puis sinon, je suis en train de préparer tout doucement mais sûrement mes petites notes pour l'année à venir parce que je sais pas si ça a été annoncé ou si ça va être annoncé cette semaine, mais je serai commentateur pour la Formule 4 cette année sur place. Donc je suis trop content. Et donc je suis en train de préparer ça, donc je serai aux Coupes de Pâques à Nogaro, donc si vous y êtes aussi pour aller voir du GT, vous verrez aussi de la Formule 4 et j'y serai, donc là je suis vraiment très très content de ça. J'en ferai quelques-unes, j'aurais dû toutes les faire et puis il y a quelques clashs avec le LMS, donc je peux pas toutes les faire, mais en tout cas je serai sur les circuits français et puis je serai en ELMS aussi, donc voilà, je prépare les deux, je prépare la F4 et le LMS, là ça va arriver vite finalement, et je continue ma petite tournée des films des 24 heures, enfin de la projection du film. Franchement, c'est génial. À chaque fois, on a des gens qui sont passionnés, on peut échanger. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas à venir me voir. Je sais que à Angers, par exemple, j'ai rencontré 2 auditeurs de l'Endurance Club et ben c'est trop bien. Voilà, de se voir en vrai. N'hésitez pas à venir me voir et à me parler et à me demander des trucs. Voilà. Très bien. Bien cette actu. À cool. La fois monoplace et à la fois, c'est bien. Tu vois, j'essaye un petit peu. C'est comme dans Trajectoire, tu vois. C'est très, très varié. Bon, Trajectoire, il va falloir que je m'y mette quand même. Je sais qu'il y a Thomas qui me lance des perches régulièrement. Mais je veux t'aider. Oui, Thomas, il faut que je revienne vers toi, mais je suis complètement sous l'eau. Bon, bref. Donc, ça, c'était mon actu. Tu remarques que je dois hiérarchiser, on va dire. Et maintenant, on va passer à la top question. Ah. Quand même. Ah bah oui. Les acteurs hollywoodiens. Ça, je sais que ça te plaît. Vas-y, parce que j'ai vu des réponses passer, j'ai pas tout suivi. Je t'avoue que moi, j'avais pas trop le background. Alors, vas-y. Ah, d'accord. Je crois malheureusement qu'il n'y a pas eu de bonne réponse. Ok. Aïe.
Oh l'erreur, oh l'erreur. Alors, la top question était combien d'acteurs hollywoodiens ont piloté aux 12 heures de Sebring? Et vous savez quoi? J'ai posé la question, j'avais un chiffre en tête et j'ai cherché et j'en ai trouvé un autre. Parce qu'il y en a eu pas mal finalement qui se sont comment dire, Greffé. prêtés Ouais. au jeu. Ouais, ils sont mis dans la peau, ouais, ça tombe bien pour un acteur, de pilote. Donc évidemment, vous allez avoir le premier, c'est Steve McQueen. Bien sûr, c'est celui qui est le plus connu, c'est celui que tout le monde avait. Ça, bravo, que ce soit Panos 80, que ce soit Fensis 5, que ce soit Cédric, que ce soit Alexandre, Yanis, bref, vous l'aviez. Voilà, vous l'aviez tous. Bon, ça fait partie des 10 acteurs. Il y en a eu 10. J'ai eu beaucoup de réponses à 9 ou à 8. Eh bien, il y en a eu 10 dans l'histoire. Donc Steve McQueen, 2 participations, dont une avec Sterling Moss. Ça, j'avais oublié. Improbable ça, T'imagines? ouais. Non, mais tu roules avec Sterling Moss en 62, c'est juste dingue. Et après, il a roulé avec Peter Revson, qui a fait la majorité. Il nous a fait son Louis Rosier, hein, Peter Revson. Parce que Steve McQueen avait le pied cassé en 70. Et il termine deuxième derrière la Ferrari qui n'aurait jamais dû être engagée, mais qui a été engagée pour Mario Andretti, pour battre la Porsche. Ça, j'adore ces histoires, quoi. Il fallait battre la Porsche de Steve McQueen, quoi. Ouais, Donc ils ont engagé une ouais, Ferrari. mais ça, c'est la légende avec le pied cassé et tout, ouais, exact. Ah, c'est énorme. Enfin, il n'a pas Non, beaucoup non, roulé, non. hein. Mais bon, il fait quand même podium, mine de rien. Donc ça, c'est un des acteurs qui a été... bon, déjà, c'est le plus connu. Et puis un des acteurs qui a été le plus en vue au niveau des résultats. Parce qu'une deuxième place, c'est quand même pas rien. Il y en a un qui a eu plus de bons résultats. C'est Dick Smothers. Dick Smothers, je ne le connaissais pas vraiment. C'est l'émission de télé. Smothers Brothers, pardon, dans les années 60. Donc bon, j'étais pas né, hein, j'ai une excuse. Et il était assez populaire. Et lui, il a quand même été 2 fois vainqueur de classe à Sebring. Il a terminé 8e du général. Donc tu vas me dire que c'est moins bien que Steve McQueen. Mais quand même, il a gagné avec une Porsche en 69 et il a gagné en 71 avec une Corvette. Donc à chaque fois en GT. Mais c'est lui qui a eu le plus de victoires, tout simplement. C'est d'ailleurs, je pense, le seul à avoir des victoires, puisque Steve McQueen a été deuxième. Donc il y a eu lui, ça fait partie des 10. Ensuite, il y a eu James Brolin, qui a également roulé. Il y a eu Bobby Carradine, ou Robert Carradine si vous préférez. Paul Newman à 2 reprises, 77 et 91. Lorenzo Lamas. Ah, Lorenzo Lamas. Gene Hackman. Mais oui, Gene Hackman en 84 aussi. Ok, Vous le connaissez, Patrick Dempsey, en 2013 et 2014. exact. Petite anecdote d'ailleurs, il devait rouler en 2013 sur une LMP2. Oui, mais c'était une voiture ouverte, c'est ça? Voilà, et ça n'a pas été le cas parce que je crois qu'il a eu peur, Les ou je sais plus, assurances, ou il c'était voulait des pas, c'est assurances. ça, exactement. Et donc, il a roulé sur Donc, quoi, du coup? donc Il a voilà. roulé sur... Porsche, je crois, Ah, 2 ouais, fois, ok, ok. 13 et 14. Il me semble, il n'est pas allé bien loin, hein. Porsche 997, je dirais, en 2013, et ça doit être la même chose en Ouais, 2014. ouais, parce que la Ferrari, c'était avant. Il roulait en Ferrari en 2009, mais il a pas fait Sebring avec, ouais. Ouais, mais c'était dans une catégorie annexe, enfin, c'était pas aux 12 heures de Sebring. C'est ça, c'était en Michelin, Oh là là! Michelin, je sais pas quoi, GT, Je Virginia, crois qu'il a voilà, fait bon, toutes bref. ses classes, non, Patrick Dempsey? Il a pas fait toutes ses classes, genre le ski barber, oui. la Panos. Il a commencé en Panos, machin, là, ouais. Si. Ça va faire plaisir à Panos 81. Ah ouais. D'ailleurs, quand est-ce qu'on fait un épisode historique Non, mais sur moi, Panos? je suis tellement chaud. m'a-t-il C'est ma marque demandé. préférée, hein, donc... Ah ben voilà, on va le faire. C'est comme le Mans 99, on y arrivera un jour. On a aussi eu, j'en suis à 8, Craig T. Nelson, donc le 9e. Et alors là, celui que vous avez tous oublié, et que moi-même j'avais oublié, Jackie Cooper, en 1955, le premier acteur à s'engager aux 12 heures de Sebring. Ouais, bah là, tu nous as perdu. Donc ça fait 10. Ah bah là, je sais que je vous ai Jackie perdu. Cooper! Mais ça fait quand même 10. Jackie Cooper, mesdames et messieurs. Non, c'est un homme et c'est lui qui engageait la voiture et qui a roulé donc en 1955. Et celui-là, vous l'aviez pas. Voilà. Il y en a un par contre qui s'en est approché parce que j'ai eu le nombre 10. J'ai eu avec Alexandre qui à chaque fois est un super auditeur et un super répondeur, je sais pas comment on dit, un client pour la top question. Voilà, un top client pour la top question. Il avait mis McQueen, Smothers, Brolin, Carradine, Newman, Lamas, Hackman, Nelson, Dempsey et Fassbender. Bah oui, mais Michael Fassbender, il n'a jamais roulé à Sebring. Il a roulé peut-être Donc c'était pas mal. dans les 1000 miles, non, peut-être? Même pas? Si, Ouais, je pense peut-être. qu'il devait être engagé en Ouais. WEC, mais il n'a jamais roulé aux 12 heures de Ouais. Sebring. Est-ce que je
C'est ce que je voulais dire, c'était le Mais sens j'ai mis de du ma temps dans question. mon cerveau à séparer les deux épreuves. À une époque, je confondais 12 heures et 1000 miles. Quand Ah il y oui, avait les deux épreuves le même week-end, j'avoue que c'était compliqué. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors on a eu Panos 81 qui en a compté 9, donc bravo, hein, et puis avec les détails aussi, donc comme Alexandre, bravo à vous. Fensis également très solide, qui a même rajouté, alors il est resté à 8 malheureusement, mais par contre il a rajouté un acteur qui était présent, mais pour un film, et lui Ah, n'a pas roulé, c'est Robert ok. Redford, pour la Kermesse des Aigles. Oh. Il était présent, mais voilà, il a pas roulé. Et puis on peut citer aussi, et ça c'est Panos qui nous le dit, Walter Cronkite. Alors lui je le connaissais pas, c'était présentateur télé, et je crois qu'il a fait du doublage aussi dans des films, qui a roulé en 59 sur une Lancia. Voilà, bon, Ok. si on veut être Ok. complet. Bon, c'est un, voilà, on est complet dans l'Endurance Club, même dans les top questions, on fait des top réponses. Voilà. J'allais le dire avec l'accent, mais pas du tout. On salue aussi évidemment tous les commentaires hein, qui sont à chaque fois mis sous la vidéo YouTube et on vous remercie, voilà, vraiment. Yanis, Chapunk, donc j'ai compris, c'est plus Chakapunk, c'est Chapunk, voilà, très bien. Vincent qui a eu raison, il a vu une Oreca 07 gagner au Zone Sebring, bravo, félicitations, c'était pas facile. Vincent Kirato qui lui voulait qu'on rende hommage à Bob Volek et c'est ce qui a été fait. Et puis Fabien, que je remercie, parce qu'il rebondit sur ce que je disais la fois dernière. Je dis, mais c'est pas possible de regarder une course d'endurance Mhm. sans interruption, que ce soit 12 heures, 6 heures. Si, ça peut se suivre à 100%, nous dit Fabien, 6 à 8 heures. Par contre, les 12 heures, faut quand même faire des petites pauses et manger. Donc, il y a peut-être quelques fois où j'ai pas été très attentif. La dernière édition des 24 heures Daytona, j'ai suivi à fond, sans pause, du départ à l'arrivée du Ouais, brouillard. hein, Ah, c'est c'est super. chaud. Hein. Donc, C'est les bons, là. Hein. c'est pas mal. Bah là, toute la nuit, on l'a passé ensemble. Voilà, tout simplement, Fabien. C'était sympa. Et Rogaral aussi. Voilà, était bloqué devant sa télé pendant 12 heures ce week-end. Donc voilà, c'était en tout cas le plan. J'espère qu'il l'a respecté. Et c'était plutôt pas mal. Bon, pour les pronostics, par contre, Panos, faudra revenir. Hein. Il y a eu une approche avec la Stone numéro 27 victorieuse en GTD, mais c'était à un rien. Mais sinon, non, il avait misé sur une victoire Cadillac. Non, dommage. En tout cas, il a une bonne idée. Je sais pas comment on peut mettre ça en place, mais j'aimerais bien, tu sais, avec des formulaires Ouais, non, mais Google, là je me lance dans un alors, c'est truc. pas ça que je Des teasais tout à l'heure. pronostics Ouais, c'est pas interactifs. ça que je teasais tout à l'heure sur le mois de juillet, mais ça, bref, allez, je vais m'engager sur l'année Ah, prochaine, pas avant. Je pense que ça va être chaud, mais oui, ça serait bien. bon, mais en tout cas, moi je suis Ah, moi preneur. aussi, moi aussi. Je dis pas quand même de faire un classement avec des points et tout, parce que ça c'est trop de gestion. Mais par contre, qu'on ait les votes de chacun, comparer un peu ce qu'on s'est dit, etc. Je suis Après, on vraiment nous a preneur. suggéré aussi, j'ai vu ça, les commentaires un peu tardifs, mais on nous a suggéré pourquoi pas de lancer un Discord. Je vous avoue que là, moi, ça dépasse mes compétences, mais voilà. Alors moi j'aimerais bien transformer peut-être le mien. Bah pourquoi pas. Et on peut demander de l'aide à certains, parce que le mien est un peu mort pour l'instant. Ça Eh pourrait être le, bah le voilà. Discord Trajectoire Allez, Endurance c'est Club, tu vois. annoncé. Je Non, sais mais ouais, pas. pourquoi pas, en vrai. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. J'ai toujours voulu avoir cette proximité avec vous. Je me dis que si on peut avoir les commentaires YouTube pour référencement, évidemment, bien sûr, on compte sur vous, mais aussi l'engagement sur Discord, pourquoi pas. Enfin, vous nous dites Ouais, si ça ouais, peut ouais, vous ça plaire, pourrait être pas mais, mal, en vrai. mais ça Ouais. peut être pas mal. Tu vois, bon, je me dis que ça peut être bien. Et puis n'hésitez pas à booster la vidéo sur YouTube, ça coûte rien, ça coûte des points virtuels, donc voilà, ça peut nous aider. Et je sais que vous le faites déjà, donc merci beaucoup. Mais c'est que sur téléphone, voilà. Donc ça c'est sur YouTube et puis les étoiles évidemment sur toutes les plateformes d'écoute, parce que je sais que vous êtes nombreux aussi, et c'est pas parce que vous commentez pas sur YouTube qu'on ne vous voit pas ou qu'on ne sait pas que vous êtes fidèles. Voilà. Petite parenthèse refermée. Bon, on voulait faire 1 heure, on est trop long, mais ça, on est habitué. On va passer à la top Allez. question et puis on va se quitter pour cette semaine. La top question de la semaine. Alors là, on s'est dit, bon, ça va être en lien avec l'épisode de la semaine prochaine, parce qu'on devait faire le recap du WEC au Qatar. Il n'y en a pas de course, donc on va pas faire le récap de cette course, parce que quand même, hein, vous l'avez entendu dans la FAQ, et si c'est pas le cas, je vous invite à aller écouter cet épisode qui n'a pas trop d'actualité, donc on peut écouter quand on veut. C'est vrai que généralement, on a un planning et on respecte des thématiques qu'on se fait, et c'est vrai que là, on avait ciblé le WEC pour la semaine prochaine. Que nenni, donc on a changé notre fusil d'épaule, et la question qu'on va vous poser, c'est en rapport avec les 24 heures du Mans. Et quelles sont les voitures? Alors, toutes, ça serait idéal, mais je suis même pas Non, sûr non, qu'on on les va ait pas se toutes. lancer là-dedans. Les voitures. Ah bah non, nous, on peut vous lancer là-dedans, par contre. Et on vous citera, évidemment. Quelles sont les voitures qui, dès leur première saison, hein, peut-être pas forcément la première course, mais la première saison,
Moi, c'était mon idée au début, la première course d'une voiture, bam, victoire. Mais non, là, c'est la première saison de la voiture. Quelles sont les autos qui ont gagné aux 24 heures du Mans? Que ce soit en catégorie ou au général. Et ça fait donc le lien avec l'épisode qu'on va vous présenter la semaine prochaine. N'hésitez pas, voilà, à être au exemple, rendez-vous. j'en donne une. Exemple, la 499P. Voilà, 2023, la Ferrari en 2023 c'est sa première saison et elle gagne le Mans dès sa première saison. Pas sa première course, mais sa première Voilà. participation au Mans. Donc voilà, s'il y en a d'autres auxquels vous pensez, et comme tu dis, ça peut être aussi en catégorie, quoi. Pas que le général. En catégorie. Il n'y aura pas une Exactement, réponse, on aura une prime à celui qu'on aura cité le plus, ou je sais pas. Oui, on va dire qu'on a la prime à celui qui s'en approche le plus. Parce qu'on n'a pas la liste on même. n'aura pas la Donc, réponse définitive à dire. Voilà. Mais on est dans la construction. Mais c'est aussi ça, l'Endurance Club. Moi, c'est ce que j'aime aussi. Et avec cette top question, bah voilà, on va essayer d'aller un peu plus loin. Vous voyez, vous ne connaissiez pas Jackie Cooper. Bon, bah, vous en portiez pas mal. Mais maintenant, vous le connaissez. Vous savez qu'en 55, il a roulé. Voilà, tout simplement. Je sais pas si c'était une info capitale, mais bon, en tout cas, on l'a donné. Donc voilà, on compte sur vous. Quelles sont les voitures qui ont gagné dès leur première saison aux 24 heures du Mans? Moi, je voulais être même plus précis avec la première course, première victoire, mais je crois que ça aurait été trop compliqué, parce que j'ai pensé à ça pour la Temerario, évidemment, qui a débuté ce week-end et qui n'a pas vraiment joué les premiers rôles en GTD Pro. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, et ben en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Certains sont jusqu'au bout attentifs, même d'ailleurs la majorité, hein, Geoffroy, et on vous en remercie. Si c'est le cas, mettez Mark Webber dans les commentaires. Ouais, ça va devenir lourd. Il va se demander pourquoi il. Ah, c'est rigolo. Non, mais on peut. Si, allez sur celui-là aussi. On peut. Et on va se dire, mais pourquoi Mark Webber et les gens qui vont peut-être écouter la vidéo pas en entier vont regarder peut-être les commentaires. Je sais pas. Ils vont dire, Mark Webber, mais pourquoi ils mettent tous Mark Webber? Donc voilà, tiens. Mettez Mark Webber dans le chat si vous avez écouté jusqu'au bout. Merci Geoffroy. En tout cas, c'était un plaisir comme d'habitude. Hein, et respecte les consignes. Plaisir partagé. T'as vu, tu me donnes les consignes. Bon, on n'a pas respecté le timing, mais on a respecté les consignes, effectivement. Ah oui, c'est vrai, on nous avait dit de faire 1 heure. Le capitaine va pas être content. On en est à 1h30. Bon, c'est pas grave, c'est du bonus, c'est du bonus. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, vos étoiles, vos réactions. C'est trop bien parce que voilà, on fait tous partie du club, de cet Endurance Club. Et si vous voulez en faire partie, si vous voulez convier d'autres personnes à venir faire partie du club, bah, Road to 1000, évidemment, 1000 abonnés sur YouTube. Il y aura une petite surprise avec la Spiker et puis il y aura d'autres surprises évidemment qui vont venir. On s'est pas mis de plan de marche pour les futurs paliers, mais on compte sur vous, voilà, pour partager la passion. On sait bien qu'on va pas arriver à 8 millions d'abonnés. Hein. Malheureusement, je suis désolé Geoffroy, je sais que tu fais la tête, mais on n'arrivera pas à 8 millions de clubistes de l'Endurance Club. On verra de quoi l'avenir sera fait. On verra. Peut-être. En tout cas, ce qu'on veut, c'est partager notre passion et on essaie de le faire au mieux. Donc merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires. Merci Geoffroy et rendez-vous la semaine prochaine. Et vous nous direz d'ailleurs, tiens, dans les commentaires, comment vous avez apprécié l'épisode 100 de la FAQ qui est sorti en début de semaine. Vous avez commenté, j'imagine, sous l'épisode de la FAQ. Mais voilà, on a aussi, on est preneur de vos retours, évidemment, pour en organiser peut-être une autre à la fin d'année, par exemple. Voilà, début d'année prochaine. On reste ouvert. Il y avait plein de questions et on s'est rendu compte qu'en 1 heure et demie, on n'a pas le temps de répondre à tout. Donc on aura une deuxième phase, voilà, deuxième édition de la FAQ. Bon, merci en tout cas et bonne semaine. Travaille bien sur toutes tes actus et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode donc dont on vous a teasé en rapport peut-être avec des nouvelles voitures qui iraient au Mans, par exemple. Allez, bonne semaine à toutes et tous. Ciao, ciao.